Sylvain, tu peux commencer. Super. Bon, ben, merci. Bienvenue à tous. Alors, ce sera un webinaire sur la présentation de notre plateforme de géolocalisation des billes pour répondre à EUDR. Même si on est dans un contexte un peu bizarre avec nos amis américains, il faut garder les portes ouvertes. Fait que même si il y a un délai dans les UDR, je pense faut quand même implanter le système parce que ça va avoir lieu quand même dans un an. Alors, je vais commencer. Je vais partager ma présentation. Vous voyez bien le diaporama. Ceux qui ne veulent pas. Bon, voilà. Alors, vous voyez bien? Oui, c'est bon. Excellent. Alors, je vais faire un petit résumé des UDR, puis je vais vous présenter à quoi ça va servir, la plateforme exactement. Là, disons, je fais ça simple. Je vais appeler ça la plateforme EUDR pour les nuls, là, parce qu'il faut absolument comprendre l'enjeu et l'utilité exacte de la plateforme. Alors, EUDR, c'est un règlement qui garantit que les produits qui rentrent en Europe ne proviennent pas de déforestation ou de dégradation. Les anciennes dates qui ont été changées, c'était le 30 décembre 2025 pour le début de l'application du règlement. Il y a actuellement des négociations et beaucoup de rumeurs. Ce n'est pas encore approuvé, mais il y aurait une autre année de délai. L'année de délai, la raison officielle est que le système informatique européen n'est pas prêt. Ce qui est faux, on l'a testé et ça marche très bien. La vraie raison, c'est qu'il y a plus de la moitié des pays européens qui ne sont pas prêts. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un délai entre les géolocalisations des coupes et la livraison. Si tu envoies une tonne de pâte en Europe au mois de fin décembre ou début janvier, ben, le bois d'où provient cette pâte a été coupé 8 mois ou 10 mois avant. Donc, il faut que tu aies géolocalisé 10 mois avant. Fait que s'il commence en décembre, personne n'est prêt. Il n'y aura pas les données de géolocalisation des produits qui rentrent. Ça s'applique, je rappelle que ça s'applique à tous les produits qui peuvent causer de la déforestation. C'est les bovins, le cacao, le café, l'huile de palme, mais tous les bois et produits du bois et tout ce qui s'ensuit, les produits faits à base de bois, là, les granules, la pâte, les meubles, les bâtiments préfabriqués. Ça va même jusqu'aux livres, là. Transcontinental vend des livres en Europe. Il faut qu'il démontre qu'il n'y a pas de déforestation dans son système. Les seules exclusions, c'est les produits d'emballage. Tu envoies une TV qui est dans un crête en bois. Ben, le bois n'est pas soumis aux règles. Ou des produits 100% recyclés. Ce n'est pas soumis à l'absence de déforestation. L'enjeu touche donc absolument tout le monde, parce que même si tu as une scierie quelque part puis que tu vends toute ta production aux États-Unis ou toute localement même, tu vends certainement des copeaux à une papetière ou tes sciures planures à une usine de granules. Peu importe, tes copeaux vont se retrouver dans la papetière qui, elle, vend de la pâte peut-être à un imprimeur, un grossiste aux États-Unis, qui va vendre les livres en Europe ou de la pâte ou peu importe. Et la chaîne va remonter jusqu'à toi. Ce qui veut dire que si tu n'as pas ce qui est exigé des UDR, des géolocalisations, probablement tes papetières n'achèteront plus tes copeaux carrément, parce qu'il n'y a aucune. Euh, euh, c'est pas un mass balance. Là. Tu ne peux pas dire c'est 90% certifié. C'est 100% exempt de déforestation. Fait que s'il y a une vanne de copeaux qui rentre dans une papetière qui provient de déforestation, tout est contaminé parce qu'on ne peut pas retracer un copeau dans une feuille de papier. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Alors, bon, bien sûr, il faut que ce soit exempt de déforestation. La déforestation ici, c'est une déforestation vers l'agriculture seulement.
Une déforestation, si tu coupes une forêt pour construire une maison ou un développement commercial, c'est pas considéré, ou une mine, c'est strictement vers l'agriculture. Il demande aussi que les produits respectent la légalité du pays de production et la diligence raisonnable qui est exigée pour les opérateurs. Les opérateurs, c'est le client, c'est le premier qui reçoit le matériel en Europe. Alors, on demande une géolocalisation des forêts où le bois a été récolté. Ensuite, on demande aussi une évaluation des risques et des mesures d'atténuation, mais c'est facultatif pour les pays à faible risque. Le Canada a été classé pays à faible risque, fait qu'on n'est pas obligé de fournir ça. Par contre, comme on a déjà fait le risk assessment pour la province de Québec, on va la finaliser, la mettre à jour. Ça va être disponible sur le site web. Je vous conseille, si vous de l'utiliser, de donner ça à votre client. Ça demande la bonne foi puis la légalité de ce qui est produit au Québec ou au Canada. On va avoir aussi un document officiel du gouvernement du Québec sur l'absence de déforestation et de dégradation des forêts. Alors, la géolocalisation, c'est défini par des coordonnées de latitude-longitude sur 6 décimales minimum pour un polygone de coupe, quelque part. Alors, ça décrit le périmètre de la parcelle et les formats de données, c'est du chinois pour à peu près tout le monde, mais c'est des fichiers JSON. Si je fais ça la plateforme, c'est exactement ça qu'elle fait. Elle prend des choses simples comme des numéros de lot et on le transforme dans ce que l'Europe veut avoir. Je prends un exemple ici, des forêts privées, vous mettez des numéros de cadastre, ça sort les shapefiles des lots en question et la plateforme va chercher l'information dans les cartes cadastrales où on a accès et elle transforme ça là-dedans. C'est ça, des fichiers JSON que vous envoyez. Ça comprend les shapefiles des lots et la date de production, c'est tout. Il n'y a pas besoin de volume ou d'essence. C'est strictement ce qui est demandé. C'est ce que la plateforme va faire. Si à l'interne, vous avez des experts en géomatique et en programmation informatique, vous n'avez pas besoin de notre plateforme. Vous pouvez faire ça tout seul à la mitaine. Mais si vous n'avez pas ça, ben, prenez la plateforme. Vous allez rentrer juste des numéros de lot, puis vos prendre puis des éléments simples, puis ça va transformer automatiquement en fichier que vous allez ensuite transmettre. Si vous vendez vos copeaux de papetière, vous transmettez vos fichiers JSON de vos géolocalisations d'approvisionnement pour l'année. C'est réglé. Eux, ils mettent tout ça en paquet, puis ils envoient ça là-bas. Là-dedans, il y a juste un shapefile avec une date. Donc, c'est impossible de retracer le nom du propriétaire, quoi que ce soit. Tu n'as rien. Il y a rien. Il y a juste un shapefile. C'est ce qui est demandé. Vous, à l'interne, vous pouvez avoir plus d'informations. On va le voir plus loin. Là. Vous pouvez avoir les essences et les volumes. Bien sûr, si vous payez une vanne de bois d'un lot privé, ben, il y a un volume quelque part parce que vous le payez. Vous le savez, le volume, vous savez les essences. Ça, mais ça va être pour de la régie interne à vous. Là, ça n'apparaîtra pas dans ce que vous êtes obligé d'envoyer en Europe. Alors, les fonctions de la plateforme, c'est ça géolocalise les parcelles récoltées, puis ça décrit le périmètre comme exigé, puis ça le transforme en GeoJSON. Ça analyse aussi les parcelles avec l'attachement de pièces justificatives si jamais il y a des risques de contamination, de déforestation ou de zones de parc. Comme je disais, ça génère les fichiers compatibles avec le système. Ça a été testé, puis ça marche très bien. Ensuite, ça stocke les informations parce qu'on doit garder les informations pour 5 ans si jamais il y a un audit. Donc, vous avez, mais c'est dans votre dossier à vous. Vos informations sont personnelles, ce n'est pas partagé avec tout le monde. Vous avez vos informations, puis vous devez approuver. Si vous devez partager de l'info, c'est vous autres qui décidez de la partager à votre client, et vous lui envoyez votre liste de shapefile en format, la fameuse slide en chinois qu'on a vu au début, c'est ça que vous lui envoyez, point. Au Québec, j'ai mis un... Oui. Au Québec, voici un peu les consommations de bois rond des industriels, pour tout ce qui rentre dans les usines. Ça, c'est en 2022, mais ça donne une bonne idée. Si je pars à l'envers, forêt publique, 20 millions de mètres cubes. Ça, c'est facile. Dans le système,
de vos prans. Le Québec a déjà géolocalisé toutes les forêts et les coupes et les blocs de coupe qui sont permis dans vos prans. Fait que vous prenez votre pran, vous la mettez dans le système, puis ça va sortir automatiquement les shapefiles pour l'Europe. Pour les forêts privées, au Québec, on a rentré les données des cartes cadastrales avec une petite modification grâce au gouvernement du Québec, là, parce que c'est payant normalement. Il faut aller chercher un cadastre. À partir d'un numéro de lot, il faut payer. Là, ça va le chercher gratuitement, mais ça ne donne pas d'autres informations que le shapefile. Vous n'aurez pas le prix que le gars a payé sa terre, puis le nom du Joseph Arthur Simard. Vous ne saurez rien de ça. Ça va être juste le shapefile, puis c'est juste ça que vous avez besoin. Pour le Nouveau-Brunswick, c'est entré dans la plateforme. On a les forêts privées parce que c'est déjà un site qui était ouvert, gratuit, disponible pour tous. Il nous reste l'Ontario. Les forêts publiques, ça va, mais les forêts privées, ça a été confié à une compagnie privée qui gère l'accès aux cartes cadastrales, aux lots, puis ça coûte assez cher pour aller chercher une information. Donc, on est en train de négocier avec le gouvernement de l'Ontario pour qu'il y ait le même système qu'au Québec, pour éviter que les industries en Ontario puissent plus vendre de copeaux parce qu'ils vont tous fermer. Alors, s'il faut payer à chaque fois, si tu as 2000 lots, c'est 2000 fois 10 piastres, là, c'est pas vraiment intéressant. Fait qu'on on est en train de négocier avec l'Ontario pour que ce soit rentré dans la banque de données. Pour les États-Unis, il y a environ 2,6 millions de mètres cubes. C'est déjà rentré dans la plateforme. Vous avez les townships et les counties. C'est ce qui a été négocié par les États-Unis vers l'Europe. Ils ne vont pas plus bas pour des raisons trumpiennes. Alors, dans votre Bill of Lading de log, vous avez le county à coup sûr, puis souvent le township. Vous rentrez juste ça, puis la- le shapefile, le polygone en question sort dans votre système comme le reste. Je clarifie ici, forêt publique, vous pouvez aller sur forêt ouverte au niveau du ministère des Forêts, puis toutes les forêts du Québec sont cartographiées, géolocalisées. Et tout ça, et les secteurs de coupe sont compilés. Puis tout ça est géolocalisé depuis 1976, donc on peut remonter assez loin. Puis c'est un site web public, pas de limitation d'accès, tout le monde peut y aller. Bien sûr, ce n'est pas vos PRAN. Lorsque vous avez vos PRAN puis vos permis de coupe dans les blocs de coupe permis, ça c'est personnel, c'est votre dossier, puis c'est ça que vous rentrez dans le système. Forêt privée, comme je l'ai dit, c'était payant avant, mais le jeu de données cadastral gratuit, accessible, a été développé grâce au ministère des Forêts. On pouvait rentrer des lots de toutes les formes, mais c'est le numéro de lot qui fait foi. Vous rentrez le numéro et ça fait la combinaison avec la carte forestière pour aller chercher le polygone forestier dans le lot. Le travail se fait automatique. Alors, puis ce jeu de géolocalisation de parcelles cadastrales est mis à jour 4 fois par an, donc c'est vraiment à jour. Et c'est lié à la plateforme par des licences, un accès contrôlé. Là. Personne ne peut avoir accès à ça en dehors du système, sauf s'ils signent l'entente puis ils veulent monter leur propre système. Alors, petite mise en garde ici, ce qu'on fait, nous, c'est de la géolocalisation de billes vers une usine primaire. On arrête là. On ne fait pas de traçabilité par la suite. Je ne sais pas, je prends un exemple. Si vous êtes une papetière, puis vous avez 52 scieries qui vous fournissent des copeaux, puis vous avez des forêts, des bio de qualité pâte qui rentrent, puis vous avez d'autres fournisseurs. Ça, c'est une chaîne de traçabilité que les compagnies doivent monter. Il y a des milliers de consultants qui font ça, c'est des chaînes de traçabilité de clients. Ça existe partout. Puis les papetières en ont tous, de toute façon. Nous, ce qu'on s'occupe, c'est strictement l'usine primaire, la scierie avec la géolocalisation des forêts pour transformer ça en GeoGSON. Puis c'est ça que vous allez donner à votre papetière. Ou si je prends un autre exemple, une usine de granules qui s'approvisionne en surplanure de, mettons, les 5 scieries de sa région, ben, il n'y a pas besoin de. Sa chaîne de traçabilité est assez simple. Il y a 5 clients. Qui appelle ces 5 clients et dit donne-moi tes GeoGSON de géolocalisation. Tu prends ces 5 patentes-là, tu envoies ça en Europe à ton client. C'est réglé. Tu n'as pas besoin de payer pour une chaîne de traçabilité.
si c'est ça. Si ton système est complexe, pas transcontinental, qui s'approvisionne de plusieurs papetières, ben là, lui, il a besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Mais notre plateforme fait strictement la géolocalisation de billes jusqu'aux usines primaires, transformer ça dans les données, point à la ligne, on ne fait pas de chaîne de traçabilité en dehors. Les prochaines étapes, c'est l'amélioration continue jusqu'à mars 2026. Même s'il y a un délai d'1 an, il faut commencer à compiler nos données, je dirais, au début de l'année 2026, commencer à stocker vos informations parce que lorsque ce sera mis en place en décembre 2026, ben, vous allez pouvoir donner vos géolocalisations de l'année à votre client, votre papetière. Voici l'ensemble de mes géolocalisations, puis c'est réglé. Les données disponibles Québec, Nouveau-Brunswick, États-Unis. Ce qu'on travaille actuellement, c'est avec l'Ontario et Nouvelle-Écosse. Nouvelle-Écosse, il n'y a pas de personne qui achète de billes en Nouvelle-Écosse actuellement, mais Irving en prend, puis d'autres. Fait la plateforme va être canadienne. Là, on va pouvoir rentrer tout le monde et elle va être utile à tout le monde. C'est gratuit. Les autres provinces, on n'a pas le temps d'aller implanter ça ailleurs et de rentrer leurs données. Fait que j'ai donné la plateforme aux gouvernements provinciaux, aux associations, puis entrez vos jeux de données de vos provinces spécifiques pour les besoins de vos industriels. Puis après ça, tout ça va être connecté. Si jamais une papetière s'approvisionne de plusieurs provinces, bien, il y aura une seule source euh, qui va être la même et commune, qui va créer le même type de JSON. Les projets sous-jacents, grâce à ces informations de géolocalisation vers l'usine primaire, ben, on a les distances de transport exactes de tout ce qui rentre à l'usine. On va être capable de développer un générateur de DEP, de déclaration environnementale de produits, en ajoutant un petit logiciel de gestion d'énergie dans l'usine. Tout le monde sait dans son usine combien de mazout il consomme, combien d'énergie, d'électricité, sur quelle base, sur quel grid énergétique, combien d'essence. Tu rentres tes données, puis tu vas avoir tes transports, tes calculs carbone d'un camion de bois, de bio qui est transporté sur 220 km ou 40 km. On va avoir aussi des données moyennes de, de, de- de carbone pour une opération forestière standard par mètre cube. Fait que vous allez avoir votre DEP spécifique pour votre 2 par 4 de chaque usine. L'autre projet, il y aura d'autres projets de recherche liés à la géolocalisation et traçabilité. Là. On est en train de voir les options, mais ça n'a rien à voir avec UDR. Là. Ces données-là pourront servir, ça peut vous servir personnellement vos propres données, mais l'ensemble des données pourront servir à d'autres projets de recherche futurs. Voilà, j'ai arrêté de partager. C'était juste une mise en bouche. Forac va vous présenter vraiment la plateforme, le fonctionnement, comment ça fonctionne exactement, comment rentrer les données. euh, en allant peut-être. Puis ensuite, il y aura des entreprises qui ont testé la plateforme, puis qui vont pouvoir dire qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils ont trouvé, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est facile. Je ne sais pas, Nathalie, est-ce on pourrait attendre la présentation de Forac avant de faire des questions ou on le fait à chaque fois? Je pense que moi, j'étais très générique, là. On devrait peut-être faire la présentation de Forac, à moins qu'il y ait des questions urgentes. Euh, on avait dit à la fin, mais sinon, ils peuvent le mettre dans le Q&R et on pourra. OK, Mais super. là, il n'y en a pas Donc, pour l'instant. super. Je passe la parole à Luc et Louis de Forac. Merci beaucoup. Merci, merci Sylvain. Donc, je me présente Luc Lebel, je suis directeur du consortium Forac, puis le porteur du projet de traçabilité. Je suis accompagné de Louis Allard, un professionnel de recherche et étudiant à la maîtrise à l'Université Laval. Donc, notre présentation va avoir 5 points. On va, très, très bref, UDR, parce que Sylvain vient de présenter. On va présenter la plateforme QWeb. On va faire une démo. Il va y avoir des témoignages d'industriels qui l'ont déjà utilisé. Puis il y aura une période donc de discussion. Avant de me lancer dans la présentation, je vais juste rappeler brièvement c'est quoi Forac. Forac, donc, c'est une équipe multidisciplinaire, c'est un consortium de recherche basé à l'Université Laval qui existe depuis 23 ans maintenant.
Et donc, on s'intéresse en particulier à la logistique, à la traçabilité logistique, suivi de production, puis les performances réseau de l'industrie forestière. Notre mission est très, très claire. Notre mission, c'est de contribuer à la compétitivité de l'industrie forestière canadienne et à la création de valeur pour l'ensemble de la société. Et on fait ça donc en contribuant à la formation de personnel hautement qualifié, donc en général des projets de maîtrise, de doctorat, des stagiaires également. On fait une recherche, puis on vise en particulier l'adaptabilité de l'ensemble des partenaires. Donc ça inclut les entreprises, mais également le ministère, qui est un partenaire de Forac. En une dernière diapo pour présenter Forac, notre action apporte justement, comme je viens de le dire, au niveau de l'État, parce que l'État fédéral, provincial, a un impact important sur la performance du secteur forestier. On en convient tout le monde. On travaille au niveau du réseau. C'était un élément particulier de Forac, c'est qu'on s'intéresse aux collaborations ou aux obligations d'interaction entre les entreprises. Puis le projet UDR est un très bel exemple de ça. Donc, on ne travaille pas en vase clos. Personne ne peut travailler en vase clos. Mais on travaille aussi au niveau de l'unité d'affaires, donc améliorer des performances, des productivités. Les animations, on va passer ça vite, Louis, là, c'est entre autres les éléments de transformation numérique qui est au cœur de notre mission actuelle, de notre action actuelle. Toujours, Forac, ce qu'il identifie, c'est de vouloir travailler pour améliorer la performance de l'industrie forestière par des actions au niveau du réseau, au niveau des données, puis de favoriser l'adaptabilité au changement climatique, mais aussi aux changements sociétaux et économiques. Puis donc, le projet UDR est un bel exemple là, de convergence par rapport à ces enjeux-là. Donc, c'est la plateforme QWeb. C'est nous qui la développons en partenariat avec le QWeb, mais c'est la plateforme QWeb. Nous, on a accepté de la développer et ensuite de la donner à QWeb, qui nous a mandaté pour le faire parce qu'on pense que ça va être un outil de recherche de très, très grande valeur pour améliorer la compétitivité du secteur une fois que ça va être déployé. Là-dessus, je vais laisser Louis, puis tu peux te représenter un petit peu plus en détail si nécessaire, Louis, pour faire la démonstration de la plateforme. Merci Luc. Donc comme Luc l'a dit, c'est ça, je suis professionnel de recherche au Forac. Je suis chargé de projet pour le développement de la plateforme QWeb. Je travaille de près avec Rémi Huot, qui est développeur de la plateforme. Donc je m'occupe de faire des interactions avec les utilisateurs tests, la plateforme, puis tout ce qui est en lien, pas directement avec le code de la plateforme. Donc, comme Sylvain l'a bien expliqué dans sa mise en contexte, la plateforme vise vraiment à créer des fichiers qui sont conformes à l'EUDR. Donc, c'est demandé par l'EUDR, c'est un seul point GPS pour les parcelles de moins de 4 hectares ou des polygones en format GeoJSON pour les parcelles de forêt de plus de 4 hectares. Donc, la plateforme QWeb, je vais revenir rapidement sur les fonctionnalités de la plateforme. La plateforme permet de faire l'importation de données de différentes sources qui sont adaptées au contexte forestier québécois et des approvisionnements autour du Québec qu'on peut avoir dans nos usines. Donc, la plateforme permet d'ajouter des origines de bois qui viennent de forêts publiques et de grands propriétaires forestiers qui vont avoir des plans de récolte géolocalisés sous format shapefile. Donc, la plateforme permet d'ajouter des shapefiles. Pour ce qui est du bois qui provient de petites forêts privées du Québec ou du Nouveau-Brunswick, on tolère les numéros, on accepte les numéros de cadastre. Donc, ça va être des fichiers Excel avec une liste de numéros de cadastre, la province, la date qu'on va entrer. La plateforme va automatiquement sortir les polygones correspondant aux propriétés. Puis, pour le bois provenant du nord-est américain, comme l'a dit Sylvain, on a ajouté les États frontaliers et le Massachusetts. Donc, on a le New Hampshire, le Vermont, New York, le Maine et le Massachusetts. Pour l'instant, on a seulement les towns et townships qui sont ajoutés à la plateforme. Les counties vont être ajoutés très prochainement. Ensuite, on fait l'analyse des parcelles qui sont importées. Pour les parcelles qui sont situées au Québec et au Nouveau-Brunswick, on vérifie s'il n'y a pas des territoires
à risque qui pourraient causer des erreurs à EUDR et on le signale à l'utilisateur. On permet de téléverser des pièces justificatives comme des plans d'aménagement. On permet l'exportation de données conforme au système d'information européen. On a utilisé des contacts qu'on avait avec des utilisateurs pour pouvoir tester les données sur le système test européen, puis tout fonctionne. On a fait quelques modifications. Et finalement, on permet le transfert de données entre les compagnies directement sur la plateforme. Donc, comme Sylvain le disait, on ne fait pas des chaînes de traçabilité complexes. Ce qu'on permet, c'est que des papetières, par exemple, aient un compte sur la plateforme pour accéder directement aux données de leurs différentes séries à un seul endroit. Facile à utiliser. On a une interface utilisateur qui est ce que je vais présenter surtout aujourd'hui, mais on a également une API, donc une interface de programmation d'application qui permet d'interagir avec la plateforme automatiquement. Pour ceux qui ont des gros besoins informatiques ou est-ce qu'ils ont beaucoup de fournisseurs, par exemple, puis qui veulent faire des exportations, des importations de données de façon automatique, répétée. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à me contacter directement, puis on pourra discuter de la façon d'accéder à l'API. Donc, les formats de données qui sont supportés. Je vais aller vraiment précisément dans ce qui est nécessaire dans chacun des formats de fichiers. Donc, pour ce qui est des shapefiles de blocs de récolte qui vont souvent provenir de forêts publiques, ça nécessite l'importation d'un shapefile. Dans le shapefile, il faut qu'il y ait tous les fichiers qui composent le shapefile. Ensuite, le fichier doit contenir au moins 3 champs qui sont obligatoires pour que la plateforme soit capable de lire et d'ajouter les blocs à l'approvisionnement. C'est un nom de bloc unique pour que s'il y a une erreur d'importation, la plateforme puisse identifier correctement quel bloc pose problème. La superficie en hectares. Donc, ça prend un champ avec la superficie de chacun des polygones et une date de récolte ou de livraison pour être capable de gérer qui ont fait des exportations de données pour envoyer à des clients un intervalle de temps. Parce qu'éventuellement, la plateforme va stocker jusqu'à 5 ans de données. Donc, on ne voudra pas nécessairement dans 5 ans envoyer des données de bois qui ont été récoltées en 2025. Donc, c'est ce que la date de récolte permet de contrôler. Les noms des champs sont flexibles, donc c'est pas obligatoire d'avoir des champs qui sont nommés d'une façon précise. Lorsqu'on fait l'importation, la correspondance de champs est faite par l'utilisateur pour indiquer comment se nomme chacun des champs qui correspondent aux informations obligatoires que je viens de vous présenter. Les shapefiles de tous les territoires sont tolérés, donc autant les shapefiles du Québec que les shapefiles des autres provinces et des États-Unis. La différence, c'est qu'en dehors du Québec et du Nouveau-Brunswick, on ne fait pas l'analyse de voir si les polygones sont dans des territoires où est-ce que la récolte pourrait être limitée. Ensuite, pour ce qui est des fichiers Excel contenant des numéros de cadastre, donc ça, c'est tout ce qui est des approvisionnements qui viennent de terres privées où est-ce qu'on n'aura pas de shapefile correspondant. Donc, la plateforme accepte le format .xlsx. Si c'est un plus vieux format .xls, c'est pas accepté, c'est vraiment le format .xlsx qui est accepté. Le fichier doit contenir au moins 3 colonnes. Une colonne qui va contenir le numéro de cadastre. Donc, au Québec, c'est des numéros à 7 chiffres. Au Nouveau-Brunswick, c'est des numéros à 8 chiffres. Ça doit contenir également la date de récolte pour la même raison que j'ai mentionné. Puis, ça doit contenir aussi la province. C'est très important. C'est ça qui va permettre à la plateforme d'aller chercher dans la bonne base de données. Parce qu'on a dans le fond les bases de données du cadastre du Québec et du Nouveau-Brunswick sur notre plateforme. Donc, il faut que la plateforme sache à quelle base de données se référer. C'est ce que le champ province permet. Encore une fois, pour cette fonctionnalité-là aussi, avec les fichiers Excel, le nom de champ est flexible. On fait la correspondance à l'importation. La plateforme reconnaît certains noms automatiquement. Si les noms ne sont pas reconnus automatiquement, l'utilisateur l'indique lui-même. Ensuite, pour les townships aux États-Unis, la procédure est très similaire. Sauf qu'au lieu de rentrer un numéro de cadastre, ça va être le nom du town ou township qu'on va ajouter.
Donc, ça fonctionne pour le Maine, le New Hampshire, le Vermont, New York, Massachusetts. C'est le même format d'Excel qui est accepté. Le fichier doit contenir donc le nom du township, la date de récolte et l'État. Puis les noms du champ sont flexibles, encore une fois. C'est possible de combiner des fichiers pour des lots privés qui viennent du Canada et pour des towns et townships américains. L'important, c'est de mettre le nom des townships dans le même champ que le numéro de cadastre parce que dans le fond, c'est la même procédure que la plateforme utilise pour aller se référer au polygone. La date de récolte dans un même champ pour les deux et l'État et la province dans un même champ également. L'exemple de fichier Excel qu'on a, c'est un exemple qui est disponible sur la plateforme à la page d'accueil. Je vais y revenir quand je vais faire la démonstration de la plateforme. Ensuite, je vous ai mentionné l'analyse de parcelles importées. Il y a deux choses qui sont analysées lorsque les données sont importées. La première, c'est est-ce que les polygones se retrouvent dans des endroits où est-ce que la récolte pourrait être limitée. Dans ce cas-ci, par exemple, on a le polygone en bas à gauche qui se retrouve dans une aire protégée. Donc, la plateforme le signale, met un message d'avertissement en rouge lorsqu'on sélectionne le polygone. À droite, on voit une correction de géométrie. Donc, EUDR est assez précis sur ce qu'il demande comme type de géométrie de polygone. Par exemple, s'il y a des trous, c'est pas toléré, donc la plateforme va automatiquement remplir les trous et donner un avertissement à l'utilisateur que son polygone a été modifié. Il y a aussi certaines particularités très précises là, qui ne modifient pas vraiment le polygone que la plateforme fait automatiquement. On permet aussi l'ajout de pièces justificatives. Donc, ça peut permettre, dans le cas où est-ce qu'il y aurait du bois qui serait récolté dans un secteur qui, normalement, est limité, on peut ajouter une pièce justificative pour justifier ça. Ça peut être aussi des plans d'aménagement en forêt privée si on en a, qu'on veut les ajouter, puis que c'est une information qui est demandée par le client. Je vais vous présenter les rôles sur la plateforme. Donc, un utilisateur peut avoir différents rôles. Les accès fonctionnent par usine. Donc, si un utilisateur n'a pas d'accès à une usine, il ne peut pas ajouter de données à la plateforme. Les accès aux usines peuvent être donnés par moi-même, puis ils peuvent aussi être donnés par un manager d'une usine. Donc, le manager, ce qu'il peut faire, il peut ajouter, modifier et consulter les données dans une usine. Il peut aussi ajouter des accès à d'autres utilisateurs sur l'usine. Il peut donc ajouter des accès manager, read, write, read only, que je vais expliquer. Il peut aussi déclarer d'autres usines comme ses clientes pour que ces données s'ajoutent au portrait d'approvisionnement d'une autre usine sur la plateforme. Donc, par exemple, une scierie qui déclare une papetière comme étant son client. Toutes les superficies qui sont récoltées par le fournisseur vont donc s'ajouter dans le portrait d'approvisionnement de l'usine cliente. Puis, on peut aussi activer et désactiver des fournisseurs quand on a un accès manager. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée récemment. Ça permet d'éviter que quelqu'un se déclare comme étant notre client, que ces données s'ajoutent à notre portrait d'approvisionnement sans qu'on ait consenti pour être capable de vérifier les données ou pour pas qu'il y ait quelqu'un avec des intentions malicieuses qui intentionnellement va mettre des superficies qui pourraient être problématiques pour EUDR dans le compte d'une autre usine. On a le rôle read-write, qui est un rôle similaire à celui de manager, sauf qu'il n'y a aucun accès de contrôle de partage des données. Donc, il ne peut pas ajouter des utilisateurs, donner des accès à des utilisateurs sur son usine. Puis, il ne peut pas non plus déclarer des usines comme clients ou gérer des fournisseurs. Le rôle read-write permet seulement d'ajouter, modifier et consulter les données de l'usine. On a aussi un rôle read-only, qui est un rôle qui va être donné à un utilisateur par un manager ou par moi-même. Ce rôle-là permet de consulter les données d'une usine sans que les données soient ajoutées au portrait d'approvisionnement d'une usine cliente. Donc,
il y a certains cas où est-ce qu'il y a des utilisateurs qui sont à la fois des clients et des fournisseurs. Ils ne veulent pas nécessairement que les données de leurs fournisseurs se retrouvent dans leurs propres données parce qu'ils vendent à d'autres personnes en sachant que les données de leurs fournisseurs ne sont pas des provenances qu'ils vont vendre à d'autres personnes. C'est ce que l'accès read-only permet. Tandis que dans la déclaration de client, là, c'est vraiment un accès qui est donné à une usine à partir d'une autre usine. Donc là, les données de l'usine fournisseur vont vraiment s'ajouter au portée de approvisionnement de l'usine cliente. Voilà, ça permet aussi, si jamais il y a un troisième transformateur qui veut aller chercher les données sur la plateforme, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas fréquent sur la plateforme. Dans certains cas particuliers, on le permet. Ce que ça permet de faire, c'est que en donnant un accès à la série, à une papetière, par exemple, un troisième transformateur comme un imprimeur va être capable de voir les données d'une série, même sans avoir des accès directement sur l'organisation de la série. Ça fait qu'il y a moins d'accès à données au total dans la chaîne d'approvisionnement. Puis c'est ça, quand on déclare un client, les données ne sont pas automatiquement ajoutées. Il faut que le manager de l'usine cliente aille activer son nouveau fournisseur pour que les données s'ajoutent à son approvisionnement. Je vais vous donner quelques exemples de cas d'utilisation de la plateforme par différents acteurs qui seraient susceptibles d'utiliser la plateforme. D'abord, on a le cas type d'une série qui s'approvisionnerait majoritairement en forêt publique. Donc, la plus grosse partie des polygones qui seraient ajoutés à la plateforme proviendrait de fichiers shapefile des approvisionnements en forêt publique. Ça peut provenir de rapports de superficie coupée, de cutover, de PRAN régional, de lot BMMB, dont les contours sont transmis lorsqu'un lot est emporté au BMMB, ou d'autres sources pour lesquelles on pourrait avoir des shapefiles, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. Ensuite, ces séries-là vont souvent avoir au moins une petite proportion de bois qui est récolté en forêt privée. Pour ces cas-là, ça prendrait un Excel de numéro de cadastre. Donc, cette information-là peut être colligée soit par la série directement. Sinon, il y a des contacts qui sont possibles avec les syndicats de producteurs forestiers des régions. Il y a plusieurs cas de transfert de données entre ces organisations-là. C'est quelque chose à explorer si vous cherchez à avoir vos numéros de cadastre. C'est des discussions qui sont importantes à avoir avec les acteurs de votre région. Enfin, la série, une fois qu'elle aurait ces fichiers-là en main, qu'elle voudrait les ajouter à la plateforme, il faudrait également qu'elle identifie et qu'elle crée les liens avec ses clients qui vont souvent être des papetières, mais qui peuvent aussi être des transformateurs secondaires qui leur demandent leurs données de géolocalisation. On a aussi le cas des scieries qui souvent vont être situées plus dans le sud du Québec, où est-ce qu'on va avoir une plus grande proportion de bois qui provient de forêts privées, qu'on va aussi avoir des bois qui peuvent provenir d'autres provinces ou qui proviennent des États-Unis. Donc, dans ce cas-là, ça prendrait un peu plus d'informations variées. Donc, ça prendrait encore une fois des fichiers shapefile des approvisionnements en forêt publique s'il y en a. Des Excel des numéros de cadastre récoltés. Ça prendrait aussi un Excel des towns et townships américains qui peut être combiné avec le Excel des numéros de cadastre. Puis, il faudrait également identifier et créer les liens avec les clients de la même façon qu'une autre usine devrait le faire. Comme je le mentionnais, il y a des syndicats de producteurs de bois qui ramassent déjà des numéros de lot. Il y en a qui ont montré de l'intérêt à être inscrits sur la plateforme pour pouvoir mettre eux-mêmes des listes de numéros de lot et pouvoir les partager aux scieries qui approvisionnent. Donc, c'est quelque chose à mettre au clair avec les syndicats de producteurs de bois qui approvisionnent vos usines.
Voilà, sinon les listes de lots peuvent être remis par une autre méthode, soit par courriel, puis c'est la Siri qui est en charge d'importer les listes de lots. Le syndicat, s'il est très motivé, peut aussi créer lui-même les polygones à partir des listes de lots, puis transmettre directement les polygones à ses clients. C'est vraiment des relations de transfert de données qui sont à clarifier euh, par vous-même dans la chaîne. Nous, on présente les possibilités que la plateforme offre. Ensuite, les papetières vont avoir souvent des rôles un peu différents. Souvent, ils vont ajouter peu de données eux-mêmes. Ça va être beaucoup d'aller collecter les données. Donc, les papetières, c'est très important qu'ils demandent les accès à leurs fournisseurs. Donc, on a les managers qui peuvent donner des accès. Étant donné que le manager est encore un concept assez récent, c'est pas toutes les usines qui ont les managers, donc des fois, il va falloir que moi-même, j'accorde des accès managers sur demande. On essaie vraiment de faire la transition pour que la responsabilité soit de plus en plus vers les utilisateurs à donner les accès entre eux. Ensuite, la papetière va pouvoir utiliser la fonctionnalité d'exportation de fichiers GeoJSON de la plateforme pour pouvoir ensuite transmettre les données vers leurs clients et accès au marché européen. Il y a aussi plusieurs papetières qui ont des systèmes, qui ont des solutions tierces pour gérer les données, donc ils vont aller chercher les données qui sont concentrées sur la plateforme par plusieurs de leurs fournisseurs, aller chercher toutes ces données-là à un même endroit, puis ensuite les mettre dans une tierce solution pour gérer leur chaîne plus en aval. Donc, à venir, on a un transfert qui va être fait éventuellement vers un hébergement géré par le QWeb. Donc, l'adresse qui mène vers le site va changer, mais toutes les données vont être transférées. Ça risque d'être un environnement plus stable. En ce moment, pendant la période de développement, la plateforme est hébergée sur les serveurs de l'Université Laval. On a des petits problèmes des fois de, de mise à jour de données ou de gestion, en fait, gestion des bases de données qui va être faite des fois sans avertissement. Ça amène à des cas d'interruption non volontaire pour lesquels on ne peut pas avertir les utilisateurs, comme ça a été le cas hier, justement. Donc ça devrait être moins fréquent une fois que le transfert va être fait vers le QWeb. Quand le transfert va être fait vers leurs infrastructures, on va avertir les utilisateurs qu'il risque d'avoir une interruption du service pendant une journée. Ensuite, on va ajouter du support pour les données des counties américains. Donc, comme je vous le disais, pour l'instant, c'est juste les townships. On va ajouter les counties américains. La procédure d'importation va probablement changer à ce moment-là pour les données américaines. Donc, on va vous aviser. Et enfin, il y a du travail pour obtenir les données de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse à faire, comme le mentionnait Sylvain. Je voulais juste mentionner l'importance de se conformer rapidement, peu importe si c'est reporté ou non, la réglementation UDR. Nous, ce qu'on offre, c'est une démarche qui est simplifiée au maximum pour accumuler ces données et les transmettre. Ça reste que c'est quand même une démarche qui est complexe pour différentes raisons, parce qu'il faut avoir des informations qui proviennent de plusieurs fournisseurs, parce qu'il faut mettre en forme les données pour qu'ils soient acceptés par la plateforme. Donc, c'est un travail qui peut être assez important au début, mais qui va rapidement devenir simple. Donc, ça vaut la peine de rapidement créer son compte sur la plateforme pour pouvoir créer tout de suite les liens avec les fournisseurs, travailler pour avoir les données nécessaires, vérifier que le format de fichier fonctionne, puis ensuite, ça va assez facilement. Ça va devenir des étapes assez répétitives qui ne prendront pas beaucoup de travail mensuellement pour mettre à jour les données. En vous inscrivant rapidement aussi, puis en testant la plateforme, ça peut nous permettre, du côté de l'équipe de développement de la plateforme, d'ajuster des fonctionnalités. La plupart des fonctionnalités qu'on a ajoutées récemment, c'est en réaction à des demandes qui ont été faites par des utilisateurs. Donc, le plus rapidement, vous pouvez vous inscrire, commencer à faire des tests. Le plus rapidement, on peut identifier des problèmes, des manquements à la plateforme, puis travailler là-dessus, parce que si c'est très proche de la date butoir, ça va être difficile. Donc, je vous encourage à faire votre première connexion rapidement et à me contacter. J'ai le lien vers la plateforme ici, puis mon contact. C'est des informations aussi qui sont disponibles sur le site du QWeb. Je vais donc passer à une démonstration rapide de la plateforme.
où est-ce que je vais présenter les fonctionnalités que je viens de vous présenter, mais en vous montrant quelles sont les procédures à faire sur la plateforme en même temps. Donc, lorsqu'on clique sur le lien que je vous ai montré, on arrive à la page d'accès. Donc, on peut se connecter avec une connexion Google ou une connexion Microsoft. Dans mon cas, je vais me connecter avec une connexion Google pour avoir les mêmes accès que vous aurez, c'est-à-dire des accès qui ne sont pas des accès d'éditeurs de la plateforme. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on a un mot de bienvenue, on a des ressources téléchargeables, on a un guide de l'utilisateur qui va être mis à jour très prochainement. On a une importation, un fichier Excel qui est un template d'importation d'origine de forêt privée. Puis, on a également quelque chose qui va être ajouté aussi dans les prochains jours, un dictionnaire pour les noms de towns et townships qui sont tolérés par la plateforme. Ensuite, dans l'onglet Compte. L'onglet Compte, c'est là qu'on va avoir les usines auxquelles on a accès. On a les informations de l'utilisateur, donc notre nom, notre courriel. Puis, on a également la section jetons d'accès. On a souvent de la confusion sur la plateforme avec les jetons d'accès. Le jeton d'accès, pour la plupart d'entre vous, ne sera pas utile. Ce jeton d'accès-là est seulement utile pour ceux qui utilisent l'interface de programmation de la plateforme. C'est en gros pour donner accès à leur application, à notre plateforme pour qu'ils puissent interagir avec. Donc, dans la plupart des cas, le jeton d'accès ne sera pas utile. Ce n'est pas comme ça qu'on va donner des accès entre personnes. Ensuite, on a l'onglet bloc de coupe. C'est ici qu'on va voir tous les blocs de coupe qui vont se retrouver. C'est aussi ici qu'on va pouvoir ajouter des données et les exporter. Donc, comme vous le voyez, dans la section compte, moi, j'ai un accès manager à la série XYZ que je vais utiliser pour vous montrer comment ajouter des données. Donc, dans la section bloc de coupe, pour ajouter des données, je vais commencer par montrer comment ajouter des données Shapefile. Pour ajouter des données Shapefile, on clique sur le plus en bas à gauche. Ensuite, on va aller sélectionner le Shapefile qu'on va ajouter. C'est important de sélectionner tous les fichiers qui composent le Shapefile. On clique sur Ouvrir pour ajouter les données. L'importation se fait. Là, ça nous indique qu'il y a une importation incomplète. C'est parce qu'il faut aller identifier les correspondances de champs, comme je vous l'indiquais. Donc, il va falloir identifier les champs obligatoires. D'abord, il faut un identifiant unique. Moi, c'est le champ ID dans mon shapefile. Il faut un champ date de récolte, harvest date ici, et champ superficie, donc c'est le champ area dans mon fichier. Ça, lorsqu'on importe un fichier shapefile, ce sont les trois champs obligatoires. On a aussi le champ producteur qui peut être utilisé si vous avez différents producteurs qui sont dans un même fichier et que vous voulez les départager. Le champ province ou État, ce n'est pas nécessaire qu'on importe un shapefile. Donc, on clique oui pour réimporter en utilisant ces nouveaux paramètres-là pour que la plateforme soit capable d'afficher. Là, l'importation est complète. Dans mon shapefile, j'avais des polygones. Donc, on a ces polygones-là qui se sont ajoutés. Quand on clique sur un polygone, on va avoir des informations sur le bloc de coupe et également des informations sur l'importation. Donc, les informations sur l'importation, ça va être pour quelle usine à quelle usine est-ce que ces données appartiennent, la date où est-ce que l'importation a été faite, le nom du fichier importé, le nombre de blocs de coupe qui ont été importés, puis le nombre de blocs de coupe qui ont été ignorés. Dans ce cas-ci, il y en a un parce que la géométrie d'un des blocs de coupe était invalide. On a aussi le fichier associé. Donc, on a le fichier d'origine, puis on peut ajouter nous-mêmes des fichiers associés. Par exemple, on pourrait ajouter des pièces justificatives pour toute l'importation, par exemple, un plan d'aménagement. Donc là, j'aurais ajouté un plan d'aménagement qui serait associé à toute l'importation. On a aussi un journal d'importation où est-ce que s'il y a des erreurs, ça va l'indiquer. Donc, par exemple, ici, ça me dit que
on voyait qu'il y avait un polygone qui était invalide, qui avait été ignoré. Ici, ça nous dit c'est lequel. Donc, ça nous dit que c'est la feature avec un index 8. Donc, l'entité avec un index 8 qui a été ignorée. Ensuite, on a la possibilité de modifier l'importation. Donc, on peut rechanger les paramètres au besoin si on a fait une mauvaise correspondance, si on veut ajouter des informations. On peut aussi supprimer toute l'importation lorsqu'on est dans l'information de l'importation. Dans la fenêtre information du bloc de coupe, on a le nom du bloc de coupe, la date de récolte, la superficie. On peut cliquer pour zoomer sur le bloc de coupe. On peut modifier des informations spécifiques à ce bloc de coupe unique-là. Puis on peut également supprimer le bloc de coupe seul par rapport à supprimer toute l'importation. Donc ça va dépendre si on est dans quel onglet on est. Ensuite, on a l'analyse dont je vous parlais pour voir est-ce que le polygone est situé ou non dans une aire protégée. Donc, par exemple, si on est dans l'aire protégée du Parc national du Mont-Mégantic, donc ça nous l'indique quand on passe notre souris par-dessus, ça nous indique c'est quoi la superficie qui est problématique. Donc là, ça montre le Parc national, ça montre la réserve écologique ici. Puis, c'est des informations qui peuvent vous être utiles pour vous lever un drapeau rouge en disant que peut-être qu'il y a une erreur dans votre importation ou de s'assurer qu'il s'est bien documenté pourquoi est-ce que vous allez récolter là. Ensuite, on peut aussi importer des fichiers Excel avec des noms de township. Je vais vous montrer des noms de township ou des numéros de cadastre. Je vais vous montrer le fichier qu'on va importer. Ce fichier-là est en anglais. Je vais vous ouvrir celui qui est en français. Donc, on a le numéro de cadastre, un champ pour le numéro de cadastre ou le nom du township. Dans ce cas-ci, pour montrer les différentes applications, j'ai mis des numéros de cadastre du Québec, des numéros de cadastre du Nouveau-Brunswick et des noms de township. Donc, l'information obligatoire, c'est les champs que j'ai identifiés en vert, numéro de cadastre, date de récolte, province ou État. On va donc pouvoir importer ce fichier Excel-là dans la plateforme, puis automatiquement, ça va aller sortir les bons fichiers. Donc, encore une fois, importation incomplète, il faut aller faire la correspondance des champs. Champ identification du bloc de coupe, c'est là qu'on va mettre le numéro de cadastre ou le nom du township, date de récolte ou livraison, et un champ superficie. Le champ superficie n'est pas obligatoire, la plateforme le détecte automatiquement, il ne faut pas l'indiquer. Champ province ou État, ça c'est très important pour que la plateforme sache à quelle base de données se référer. On confirme, on réimporte, comme avec l'importation de Shapefile tantôt. Ça nous confirme que l'importation a bien fonctionné. Donc, on a le fichier Excel avec le crochet vert. Si on recule, on va voir les lots, les polygones qui ont été ajoutés. Donc, ici, on a les polygones de forêt privée qui ont été ajoutés. On a les mêmes fonctionnalités qu'avec les lots, les polygones provenant de fichiers Shapefile. Donc, on a les polygones du Québec qui ont été ajoutés. On a les polygones du Nouveau-Brunswick qui ont été ajoutés également. Puis, on a les polygones des États-Unis qui ont été ajoutés. Donc, un polygone au Maine et un polygone à New York. J'ai fait un exemple avec très peu de polygones pour l'importation. La plateforme réagit très bien quand il y a des plus grosses importations. Ça peut juste prendre un peu plus de temps. L'affichage est assez rapide aussi, étant donné que la plateforme a été optimisée beaucoup pour que même lorsqu'il y a beaucoup de données, elle puisse être assez réactive. Ensuite, ici, on a un avertissement. C'est un cas de correction. Comme je vous l'avais mentionné, la plateforme fait des corrections des polygones lorsqu'ils sont invalides selon UDR. Par exemple, dans ce cas-ci, il y avait un trou dans le polygone. Donc, la géométrie a été corrigée. On a un avertissement pour nous le dire. La correction est faite, peu importe qu'on accepte ou pas l'avertissement. Étant donné que c'est obligatoire pour que ce soit conforme à UDR, on fait la modification, mais on avertit l'utilisateur que
il y a une modification qui a été faite. Toutes les mêmes fonctions sont possibles pour les lots qui viennent d'importation de fichiers Excel que pour les lots qui viennent de Shapefile. Au sens de la plateforme, ça devient des polygones qui sont équivalents une fois que l'importation est faite. Ensuite, on a l'exportation. Juste avant de parler d'exportation, ici, on a un curseur qui va permettre de contrôler l'affichage des données selon la période. Donc, le curseur permet de contrôler l'intervalle de temps pour lequel on affiche les données. Ensuite, on peut générer un fichier GeoJSON qui est le fichier qui peut être déposé sur la plateforme. On va choisir l'usine pour laquelle on veut créer le fichier de conformité GeoJSON. Éventuellement, on va ajouter la possibilité de générer un fichier pour plusieurs organisations pour faciliter la vie, par exemple, aux papetières qui ont plusieurs utilisateurs. Donc, on choisit l'usine pour laquelle on veut créer le GeoJSON, on choisit le nom, on génère le fichier, puis le fichier s'ajoute ici. Donc, on a le fichier exporté. C'est un fichier zip dans ce cas-ci parce que j'ai utilisé des bases de données provinciales. Donc, on enregistre. Puis, si j'ouvre le fichier zip, on a le fichier GeoJSON et on a aussi les licences d'utilisation des données du Nouveau-Brunswick et du cadastre du Nouveau-Brunswick et des parcelles en forêt privée du Québec. Si on ouvre le fichier GeoJSON, c'est l'exemple que Sylvain a présenté tantôt. C'est un fichier qui est prêt à être déposé sur le système d'information européen. Dans la section Gestion des fichiers, c'est là qu'on va stocker tous les fichiers qui ont été utilisés pour les importations et les fichiers qui sont utilisés pour les fichiers qui sont générés lors des exportations. On peut les trier selon différents critères. Si je mets la date d'importation, on va avoir l'export qu'on vient de faire de fichiers GeoJSON. On va aussi avoir les fichiers que j'ai utilisés dans ma démonstration. Ensuite, on peut aussi contrôler les données à partir de là. Donc, on peut supprimer les importations directement à partir d'ici, télécharger les fichiers d'origine ou voir le journal d'importation pour chacun des fichiers qui a été importé. Enfin, l'onglet Gestion des comptes, c'est un onglet que seuls ceux qui ont un accès manager à la plateforme vont, à une usine, vont voir. Ils vont voir ici toutes les usines pour lesquelles ils ont des accès manager. Si on clique sur le crayon, ça ouvre la page de l'usine. On peut voir qui a des accès sur l'usine. On peut les contrôler en ajoutant des utilisateurs au groupe Read Only, Read Write ou Manager. Donc, dans ce cas-ci, je suis Manager. Je vois qui a des accès Read Write. Si je voulais ajouter un utilisateur, c'est assez simple. Par exemple, que j'ai un collègue qui veut lui aussi être capable d'entrer des données. Je clique sur le plus et j'entre son adresse courriel. Il faut qu'il ait déjà fait une première connexion à la plateforme pour qu'il soit déjà dans la base de données pour pouvoir ajouter cet utilisateur-là. Donc, par exemple, si je voulais ajouter Louis Allard aux utilisateurs qui ont des accès read-write, j'ajoute son adresse courriel et il a maintenant la possibilité d'ajouter lui aussi des données. Enfin, si je veux ajouter une usine cliente, c'est aussi simple que de cliquer sur plus pour l'usine cliente. On écrit son nom comme il est entré dans la plateforme. Donc, ça, c'est des échanges qu'il va falloir avoir avec un utilisateur de l'usine pour savoir exactement comment l'usine est nommée. Dans ce cas-ci, moi, je vais ajouter l'usine Forac comme étant mon client. Je l'ajoute. Puis, lui, il va voir l'usine apparaître dans ses usines fournisseurs. Par exemple, dans ce cas-ci, j'avais le fournisseur de la série XYZ qui avait déclaré que la série XYZ était un client. Donc, moi, j'ai l'usine fournisseur ici. Si je veux que leurs données apparaissent dans mon portrait d'approvisionnement, j'ai juste à les accepter en cliquant sur le crochet. Puis, je peux aussi les désactiver en cliquant sur le X pour ne pas voir leurs données. Donc, maintenant que j'ai accepté ce fournisseur-là, si je retourne dans mes blocs de coupe, on va voir qu'il va y avoir des nouveaux blocs de coupe qui se sont ajoutés.
Donc, ici au nord, j'ai des nouveaux blocs de coupe qui se sont ajoutés. C'est des blocs de coupe qui ont été coupés par l'usine fournisseur de la série XYZ. Quand on donne cet accès-là, les informations sont limitées. Donc, tout ce qu'on va voir, c'est quelle usine a importé ces fichiers-là, la date de récolte et le nom du bloc de coupe. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour des fonctionnalités de la plateforme. Je vais prendre des questions à la fin, après avoir eu les témoignages de Sylvain Couturier et de Nicolas Meyer. Donc, j'inviterai Nicolas Meyer Sylvain Couturier à nous présenter ses impressions de la plateforme. Sylvain Couturier est ingénieur forestier et coordonnateur certification pour Foresterie GDS. Donc, c'est lui qui est en charge d'ajouter les données sur la plateforme. Donc, je lui laisse nous parler de son expérience. Merci, Sylvain. Merci, Louis. Je vais partager mon écran. Bon, c'est tout simplement un petit survol de la façon qu'on utilise, qu'on traite UDR chez GDS. L'information qui est requise, c'est quoi que ça prend vraiment pour répondre à ce qui est demandé, ce qui est exigé par la réglementation UDR. Puis j'aimerais préciser tout de suite qu'il y a deux façons de traiter la situation. Il y a les forêts publiques puis il y a les forêts privées. C'est pas la même affaire. Pas vraiment la même affaire. Le temps nécessaire pour préparer toutes ces informations-là pour l'information qu'on fournit à nos clients. Et puis, je vais terminer avec un petit bilan. Donc, si je commence avec le secteur public, la première des choses que j'ai besoin, c'est le calendrier de récolte. Notre calendrier de récolte chez GDS, je ne sais pas si vous pouvez voir le petit curseur ici, mais on présente les chantiers dans lesquels on intervient et puis le mois, les mois, les semaines. Ce calendrier de récolte-là, il est mis à jour toutes les semaines et puis il présente les cases qui sont en couleur, vert et puis orange. C'est là où on a de la récolte. Et puis les lignes en diagonale, c'est les secteurs là où on a fait du transport. La façon qu'on traite ça chez GDS, c'est que on fait une liste des chantiers, pas des secteurs d'intervention, mais vraiment des chantiers de récolte où on a transporté du bois. Comme par exemple, si je prends pour le mois d'août, on a transporté du bois dans le chantier de Grande-Vallée TBE, qui est un chantier qui a été récolté en 2024-2025. Puis, le point que je veux faire passer ici, c'est que c'est important d'avoir pas juste la PRAN actuelle de l'année en cours, mais ça prend aussi la PRAN de l'année précédente parce que il y a souvent des chantiers pour lesquels le bois n'est pas transporté aux usines l'année qui a été récoltée. Donc, il y a un délai. Et puis, moi, la façon que je fonctionne, c'est vraiment en fonction du bois qui est transporté à l'usine, puis d'où il vient sur le territoire. S'il vient d'un bloc qui a été récolté, je devrais dire un chantier qui a été récolté en 2024-2025, bien, sur la carte, c'est ça que ça va démontrer. Une fois que j'ai fait le tour de tous les chantiers dans lesquels on a transporté du bois, que ce soit 24-25 ou 25-26, j'affiche tout simplement ces blocs de coupe-là sur ArcGIS et puis je les sélectionne. Un par un chantier à la fois. Il ne faut pas oublier non plus les blocs de BMMB. Il y a la programmation annuelle puis les blocs de BMMB. Ça fait que c'est une sélection comme ça. Une fois que la sélection est faite, la sélection de tous les chantiers, ben, je me ramasse avec... c'est un shapefile, un fichier shape de tous les chantiers dans lesquels on
on s'est approvisionné en bois. On a 3 usines. C'est important de séparer les sources d'approvisionnement selon les usines. Bois-Mascouche GDS, Bois-Grandval GDS et plus au sud, Industrie GDS. Donc, ça, c'est ce que ça implique. Dans mon mois, j'estime ça à environ 2 heures. C'est un exercice qui a pas mal de détails, mais c'est quand même pas si long que ça à faire. Le 2 heures, ben, c'est pour être certain de ne pas avoir d'erreur. Je m'accorde un petit peu de temps pour faire une petite révision, m'assurer que je n'ai pas oublié de chantier. Et puis, c'est ça le 2 heures, un 2 heures par mois. À cette heure-ci, on passe au secteur privé. Secteur privé, bien, là, ça prend le fichier Excel, un fichier Excel. C'est un fichier Excel qui est fourni par nous. La façon qu'on fonctionne, c'est le syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie qui nous fournit à tous les mois un fichier Excel. Le fichier Excel, il comporte plusieurs colonnes d'informations, mais il y en a 3 qui sont importantes. Tu peux me corriger, Louis, si je suis mal, mais il y a la colonne avec l'usine, la colonne avec le numéro de lot et puis la colonne avec la province. À partir du moment où j'ai ces 3 colonnes-là, dans l'information que je reçois du syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, ça devrait bien aller. Il y a de l'information, tu sais, si on peut, éventuellement, on voudrait faire des vérifications plus approfondies. Mais il y a en première colonne, il y a les numéros de feuillets. Ça, je trouve que c'est assez important à voir aussi, les numéros de feuillets. Donc, on commence avec ça. On a ce fichier Excel-là qu'on reçoit du syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie. Et puis, on a le jeu de données du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Quand on a commencé chez GDS avec EUDR, moi, j'ai commencé à traiter ça dans le mois de juin et puis, je n'utilisais pas la plateforme là, du QWeb. Donc, j'ai eu accès, j'ai demandé d'avoir accès au jeu de données du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Puis, j'ai commencé à faire l'exercice de géomatique moi-même. Et puis, c'est ça, ça prend le fichier shape de tous les lots boisés privés. Ici, j'ai Gaspésie, puis une partie du Bas-Saint-Laurent. En d'autres mots, là, je m'assure de couvrir tout notre approvisionnement, notre territoire d'approvisionnement. Et puis, ce que ça prend une procédure, une procédure de géomatique. À cette heure, moi, je me considère juste comme ordinaire, là, comme en termes d'utilisateur de ArcGIS. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le pire, je suis juste dans la moyenne. Et puis, pour trouver une procédure, la procédure, c'est de pouvoir associer chaque enregistrement du fichier Excel que je reçois du syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, associer chaque enregistrement à un lot boisé sur le fichier shape du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Il y a une certaine gymnastique là, de géomatique à accomplir, c'est pas si simple que ça. J'ai eu de l'aide, je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai eu de l'aide. Et puis, tu sais, ça implique d'importer des fichiers shape, de faire des joints de table, à un moment donné, de générer des centroïdes, puis de revenir avec d'autres joints de table, puis ainsi de suite. Là. Mais la procédure a été établie. Puis là, le problème avec ça, c'est pas de quoi que tu fais tous les jours, c'est de quoi que tu fais tous les mois. Puis le premier mois, ben, j'ai eu de l'aide, je l'ai fait avec quelqu'un qui est meilleur en géomatique que moi. Puis le deuxième mois, je me suis dit, bon, ben, c'est le fun, ça, je vais pouvoir faire ce que j'ai fait le premier mois, mais un mois après, tu ne te rappelles pas de tout ce que tu as fait. Puis ça fait que ça nous a amené, ça m'a amené à nécessiter de l'aide encore une fois. Puis cette fois-ci, ben, tout noter là, les petites procédures là, sur une feuille. Et puis le troisième mois, ben, c'est assez difficile aussi parce que tu as beau noter les procédures, mais quand tu n'es pas un expert en géomatique,
il y a tout le temps des petites coquilles en quelque part que tu as oublié de noter. Puis bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un temps estimé à 4 heures. Une fois que tu es bien rodé, comme la première fois, ça a pris pas mal plus que 4 heures. Le premier mois, ça m'a pris toute la journée, puis même plus, je dirais. Le deuxième mois, ça a pris un petit peu moins de temps. Puis là, je serais bon pour le faire dans 4 heures, mais c'est quand même 4 heures là, qui n'est pas si le fun que ça. Fait que si on fait une petite récapitulation du temps nécessaire là, à EUDR, secteur public, ça va bien, c'est le fun, c'est exercice géomatique assez simple, droit de l'avant. On peut dire 2 heures. Approvisionnement des lots boisiers privés, ça c'est sans utiliser la plateforme là, du QWeb. Là. On peut mettre 4 heures quand tout va bien. Et puis, on est rendu à 6 heures, mais il y a un autre 4 heures aussi quand il ne faut pas oublier les demandes qu'on a des clients. Chaque client a son tableau Excel, puis il faut chaque tableau Excel est différent un de l'autre. Ça fait qu'à tous les mois, il faut compléter le tableau Excel d'un client, puis d'un autre client, puis d'un autre client. Puis c'est tout du semblable, là, mais ça devient redondant. Ça, c'est vraiment pas le fun à faire. Puis échanger, envoyer les courriels aux clients. On peut rajouter un autre 4 heures. Ça fait, dans un mois, là, EUDR m'a amené à passer à peu près comme 10 heures de mon temps là, juste pour régler ce dossier-là, là, de préparer l'information qui est requise par les clients. Avec la plateforme de traçabilité, ça débarque. L'approvisionnement pour le secteur privé, c'est comme Louis en a fait la démonstration tantôt. C'est vraiment facile. Tu prends dans ton fichier Excel et puis tu l'importes dans la plateforme de traçabilité et puis tu fais juste associer là, les 3 colonnes essentielles et puis tout le reste se fait automatiquement. Le 2 heures en approvisionnement pour les secteurs publics, là, ça reste pareil. C'est un exercice qu'il faut faire. Et puis, ça reste. Répondre aux demandes des clients individuels, les demandes individuelles des clients, bien, ça aussi, ça débarque. À cette heure, c'est facile. Là. Je réfère tout simplement à la plateforme de traçabilité du QWeb. Fait que dans un mois, le 10 heures que je mets dans un mois, ben tout d'un coup, il est tombé tout simplement 2 heures de mon temps. Je chauffe finalement là, 8 heures sur 10. Fait que pour moi, c'est une très bonne affaire. Une très bonne économie de temps. Fait que c'est simplement ça que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait un très bon portrait. On a aussi Nicolas Meyer, qui est directeur des approvisionnements chez Domtar Windsor, qui va nous présenter de son côté comment ça se passe. Du côté de Domtar, c'est un peu particulier parce qu'ils font à la fois, ils reçoivent à la fois des bois de certaines scieries, puis ils font de la récolte eux-mêmes aussi. Donc, on va pouvoir nous présenter ce contexte-là. Bonjour, merci Louis. Vous voyez ma présentation? Je présume que oui. Ça semble être adéquat. Oui. Alors, comme Louis l'a dit, Nicolas Maher, je suis de l'usine de Windsor. Je suis directeur de l'approvisionnement en fibres et des ressources forestières. Pour la majorité d'entre vous, connaissez Domtar Windsor. C'est une papetière transformateur du côté du sud du Québec, non loin de Sherbrooke. On a 860 employés. On est un des plus gros preneurs de bois de trituration au Québec. Puis on a aussi l'avantage ou le privilège d'être un grand propriétaire forestier où on aménage 160 000 hectares des terrains dans lesquels on produit du bois pour plusieurs utilisateurs dans la région. Puis on est un complexe intégré où on part de la forêt, de la cour à bois, mais jusqu'à la livraison de produits finis. Là, c'est principalement du papier qu'on produit ici à l'usine, mais aussi de la pâte qu'on va livrer vers le client.
Pour donner un portrait de c'est quoi notre région, avec notre source d'approvisionnement, c'est l'ensemble du portrait qui est ici. Là, on s'approvisionne de la forêt privée, qui est la partie qui est en rose, en pêche, si on veut, toute la partie colorée, qui est la partie de la forêt publique. La partie en rouge, c'est les terrains forestiers de Domtar qui contribuent à peu près à 15 de l'approvisionnement de l'usine, mais aussi de tout le territoire américain qui compose les États que Louis a parlé tout à l'heure. Principalement les 4 États qui livrent du bois directement, du bois rond au copeaux directement à l'usine, et par défaut aussi plusieurs autres États qui peuvent livrer chez certains de nos fournisseurs, surtout des séries de bois francs dans la région. La complexité, bien évidemment, c'est on doit gérer 50 000 voyages par année. C'est quand même plusieurs différents fournisseurs. Puis la matrice que je vous montre à ce moment-ci, c'est uniquement les fournisseurs et les zones très macro d'approvisionnement. On va multiplier ça par le nombre de propriétaires qui produisent du bois dans chacune des municipalités ou qui vont livrer dans des sites d'entreposage qu'on peut avoir. Et la multiplication aussi en fonction des chantiers qui sont faits du côté de la forêt publique. Alors, ça devient assez compliqué à pouvoir gérer. Pour votre information, on parlait d'un des syndicats du côté de GDS. Ils ont un syndicat. Bien, nous, on s'approvisionne du côté de 9 syndicats des producteurs de bois. On est dans, je pense, c'est 8 UAF aussi. Alors, c'est quand même assez élaboré, puis une multitude d'États, comme on a dit tout à l'heure. Alors, c'est quoi, nous autres, je ne reviendrai pas là-dessus, Sylvain et puis et Louis en ont parlé en masse, là, mais évidemment, c'est un enjeu pour s'assurer qu'il n'y a pas de déforestation du côté du UDR. On prend ça très au sérieux chez Domtar. Évidemment, on veut être conforme. On est certifié à plusieurs égards, tant des forêts d'aménagement, mais aussi des forêts, des forest management, qu'aussi la partie de la chaîne de traçabilité. Évidemment, excusez-moi, c'était en anglais. Je n'ai pas eu le temps de la convertir en français, mais c'est l'essentiel de nos discussions. Et puis, on est un exportateur, pas nécessairement un gros exportateur du côté de l'Union européenne, mais quand même un exportateur. C'est un marché qu'on désire maintenir à ce moment-ci. Et on a, malgré les pourparlers à ce moment-ci, de retarder l'implantation des IDR, Domtar, à l'échelle du système, va être conforme notre souhait, c'est d'être conforme d'ici le 30 octobre 2025. Alors, on veut le faire à l'interne, mais aussi on veut supporter l'ensemble de nos fournisseurs qui sont des partenaires avec nous dans l'aménagement forestier au Québec et aux États-Unis. Évidemment, on peut dire, on pourrait décider d'exclure l'ensemble des fournisseurs qui ne veulent pas se conformer. Par contre, ce n'est pas notre souhait à ce moment-ci. On considère que la filière forestière est extrêmement importante. Elle doit être supportée dans l'ensemble de la dynamique de la conformité UDR, comme aussi dans la traçabilité, mais on doit se serrer coude, malheureusement, pour être capable d'affronter cette situation-là. On doit absolument être légalement conforme. C'est extrêmement important pour se conformer. Donc, on doit être, oui, la géolocalisation, mais on doit on doit participer aux analyses de risque qui sont à l'intérieur des obligations et on doit s'assurer qu'on a toute la documentation nécessaire pour respecter les engagements qu'on a pris sur les approvisionnements et les tenir aussi pour les 5 prochaines années. À ce moment-ci, on sait ce que le projet UDR comporte, mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Alors, on doit se préparer, au pire, si on veut, dans les stratégies, surtout aussi avec l'influence du côté américain à ce moment-ci, qui peut faire bouger les choses relativement rapidement. Alors, je vous présente ici le système, c'est quoi chez Domtar, le système UDR. C'est important de comprendre qu'on le regarde comme un système, puis le système, c'est oui, Domtar Windsor, qui est un des composantes, mais c'est aussi toutes les scieries du Québec, de l'Ontario, des États-Unis, tous les papetières qui comportent l'ensemble de la filière. Il y en a qui sont voués à pourvoir au marché de l'exportation, mais il y en a d'autres qui sont aussi des fournisseurs de fibres ou de produits à d'autres endroits. Alors, on le regarde comme un système, puis on veut être conforme à l'ensemble de notre système pour être capable de démontrer pour être compliant, pour être conforme.
Alors, évidemment, on reçoit des produits de bois, on a les demandes de nos clients, on fait une production, on entrepose ces produits-là, on va aussi livrer ces produits-là. Pour faire ça, évidemment, pour être conforme, on a choisi une plateforme qui est intégrée à tout notre système. C'est une plateforme TraceMark. Puis évidemment, TraceMark peut faire une portion du travail du QWeb, par contre, ne le fait pas à l'échelle très locale. Alors, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser la plateforme TraceMark pour être capable d'enregistrer toutes les analyses de risque, la traçabilité, les fonctionnements. Sylvain a dit tout à l'heure que la plateforme QWeb n'est pas un outil de traçabilité, mais un outil de géolocalisation. Puis c'est un outil démocratique, je vous dirais, pour obtenir l'information sur la géolocalisation du système. Alors, la partie où on intègre la partie QWeb, c'est dans la géolocalisation. Et ça semble être très simple, mais c'est aussi une géolocalisation qui est partagée à travers plusieurs usagers. Puis, ce qu'on souhaite à ce moment-ci, c'est que l'information ne soit pas doublée, quintuplée, puis ainsi de suite, à travers l'ensemble des utilisateurs du bois. Un chantier qui serait récolté du côté de la forêt publique, qui peut avoir différents bénéficiaires de différents produits, le résineux sciage, le résineux pâte, ça peut être aussi le bois franc, le tremble, puis ça peut être le même bloc de coupe peut aller dans 4 ou 5 ou 6 usines différentes, usines primaires. Alors, mon intérêt, c'est de réduire l'information à la partir de la source parce qu'elle est déjà connue, cette information-là, surtout du côté de la forêt publique, et la transmettre pour qu'elle soit libre et accessible à travers tous les usagers. Je pense que ça renforce notre chaîne d'approvisionnement aussi, d'avoir un outil comme la plateforme QWeb pour être capable de rendre l'information disponible. Mais ça certainement pas, ça ne remplace pas la plateforme TraceMark ou au Québec, il y a d'autres plateformes comme Origine du bois qui sont disponibles pour assurer la possibilité, toute la portion géolocalisation, mais aussi le risk assessment, traçabilité. D'ailleurs, si on va peut-être plus en détail au niveau de la plateforme QWeb, comme Sylvain l'a dit tout à l'heure, on aurait pu faire ça toute seule de notre bord, puis on a en masse d'informaticiens qui sont sont compétents, on a des géométriciens qui sont compétents. Par contre, le faire seul, ça veut dire que c'est une plateforme qu'on doit entretenir seul, c'est un système qu'on doit entretenir seul, on doit demander à l'ensemble de nos clients, fournisseurs de se conformer à notre plateforme en utilisant une plateforme comme le QWeb. Ça nous permet d'avoir une interaction puis de s'assurer qu'elle est une plateforme qui est fluide, facile d'utilisation pour l'ensemble de nos clients. Parce qu'on ne peut pas entreprendre un virage comme celui-là de façon individuelle, à mon sens à moi. Puis je vous rappelle que la complexité de l'usine Domtar Windsor prend beaucoup de produits, mais que c'est des produits qui sont marginaux dans les forêts du Québec. Que s'il y a de l'érable à sucre, du frêne, du bouleau dans les forêts, c'est habituellement pas la majorité du bois qui compose l'aménagement forestier qui est produit, du bois qui est produit des forêts qui sont aménagées au Québec. Alors, il y a juste une petite portion qui vient chez nous, mais elle vient de plusieurs sources différentes. Le QWeb, puis là, je peux arrêter peut-être ma présentation. Je pense que c'était la totalité. La plateforme, jusqu'à maintenant, elle a été très utile à réduire le temps, tout le temps que M. Courtier parlait tout à l'heure. Évidemment, on l'a sauvé. C'est très exigeant à ce moment-ci de gérer cette donnée-là, mais le QWeb et Forac aussi ont permis à ce moment-ci de rendre la gestion de ces dossiers-là beaucoup plus facile et aussi fluide. On a pu améliorer la plateforme quand même de façon substantielle. Ils ont créé une très bonne plateforme. Ils ont été très ouverts à l'améliorer à travers le temps pour qu'elle soit plus sécuritaire, qu'elle soit plus représentative, pour que l'information soit aussi privilégiée pour les personnes qui doivent l'utiliser. Puis, ils ont créé aussi des portes ouvertes pour que le système ne soit pas cloisonné. Il y a des possibilités qu'on puisse aller chercher l'information et la transmettre aussi à des third parties comme Origine du bois, mais aussi TraceMark à ce moment-ci pour que l'information qu'on la saisisse à un seul endroit et qu'elle soit éviter la donnée soit excusez-moi, je vais utiliser un terme anglais, mais corrupted, ou qu'elle soit corrompue, excusez-moi.
Puis je sais que c'est un dossier qui va évaluer pour le futur. Puis si on utilise la plateforme comme QM, à ce moment-ci, va nous permettre là, d'investir beaucoup moins de temps et d'énergie à aller chercher l'information de géolocalisation. Parce qu'à mon sens, à moi, il n'y a pas une grande valeur ajoutée à faire ce qu'on fait là, mais c'est un mal nécessaire dans l'état des choses là, pour prévenir la conversion de peuplement ou la dégradation de nos forêts au Québec. Je pense que c'est pas mal tout. Là. Le reste a pas mal été expliqué dans l'ensemble des présentations qui ont été faites là. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'on rouvre maintenant pour la période de questions. Alors, je ne sais pas, on va laisser Nathalie gérer ça là, pour ouvrir les micros, pour ceux qui lèvent la main. Je vois Étienne. Nathalie, je vais te laisser gérer les ouvertures de micro. Oui, Étienne, vous pouvez ouvrir votre micro. Parfait. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Sylvain, Nicolas, Sylvain numéro 2, puis Louis pour la présentation. J'avais quelques commentaires puis questions. Là. Premièrement, ça a été répété là, par Louis et par Nicolas. Fait qu'au niveau du report de la réglementation, c'est pas encore officiel. Fait que, évidemment, je pense qu'il faut vraiment pas relâcher les initiatives qui ont été faites. Par rapport à ça, honnêtement, moi, j'ai le privilège de travailler pour une compagnie où on a des usines du côté de l'Ouest canadien, aux États-Unis, dans les maritimes. Je pense que ce qui a été fait par le QWeb, puis l'ensemble des acteurs de l'industrie forestière au Québec, on est dans une position qui supporte la compétitivité de notre industrie et notre filière forestière, là, notamment dans le contexte actuel. Fait que good job vraiment à tout le monde. C'est vraiment, je pense qu'on est en bonne position, puis ça nous permet de rester compétitifs face à des marchés changeants. Les deux questions que j'avais principalement, c'est Sylvain, tantôt tu as parlé que au niveau des États-Unis, ce qui avait été négocié, entendu, c'était de déclarer county township. Évidemment, ça vient avec des risques de déclarer plus que juste le polygone de récolte. Ça vient faciliter un petit peu l'opération puis la collecte de données. Puis dernièrement, il y a un framework qui a été sorti pour dire que les États-Unis et l'Union européenne travaillaient pour un partenariat, une entente, notamment pour faciliter puis diminuer les barrières commerciales. Est-ce que le QWeb, en parallèle à l'analyse de risque qui a été faite pour le Québec, ont produit une analyse de risque pour le nord-est des États-Unis qui viendrait supporter cet élément-là? Non, on n'a pas fait ça. On attend, je suis en contact avec EEC, puis la gang des Hardwood, là, puis le groupe, c'est les États-Unis qui doivent produire leur analyse de risque, mais ils l'ont fait déjà, je n'ai pas accès, mais je sais pas s'ils l'ont fait par État ou l'ensemble des États-Unis, mais ils ont une analyse de risque. Eux considèrent qu'ils ne sont pas low risk, ils considèrent qu'ils sont négligeables. Exact. Il n'y en a pas de déforestation. Puis c'est ça qu'ils ont poussé en Europe, parce que je suis sur des comités européens, là, bien sûr. Puis ils ont essayé de vendre l'idée que comme il n'y en a pas chez nous, sortez-nous de EUDR, là, on ne veut pas faire de géolocalisation. Ça n'a pas passé. Mais leur vrai but, c'est que la géolocalisation soit faite sur une base plus vaste, soit le county ou le township. C'est le county qui négociait. Dans l'Europe, le risque de ça, c'est que si jamais il y a une déforestation dans le county, tout le bois du county est corrompu. C'est ça, là. Exact. C'est ça, là, le risque. C'est ça l'enjeu de la déclaration en excès. Parfait. Ça répond à ma question. L'autre élément que j'avais pour toi, on a testé la plateforme, c'est peut-être plus pour Louis là, à ce moment-là, mais on a testé la plateforme évidemment avec nos usines qui sont à l'extérieur du Québec. Là. Ça fonctionne très bien pour mettre des GeoJSON, des shapefiles au Canada. Moi, j'ai certaines productions dans mes usines où on a de la pâte achetée qui ne vient pas nécessairement de l'Amérique du Nord. Les données sont disponibles par nos fournisseurs de pâte. Est-ce que c'est possible d'intégrer les GeoJSON ou les shapes de l'extérieur de l'Amérique du Nord dans la plateforme et que ça va être bien géoréférencé dans la plateforme via directement l'outil ou faut continuer à faire un travail en parallèle avec d'autres outils géomatiques pour tout ramasser ces GeoJSON-là ensemble et être en mesure de fournir à nos clients un seul fichier quand on leur transfère ça avec notre document de déclaration de diligence raisonnable.
Géomatiquement, Rémi intervient si jamais je dis des niaiseries, mais je pense qu'il n'y aurait pas de problème à le faire. Après ça, ce serait plus une question pour Sylvain si tu veux que la plateforme accepte des données Aucun de problème. l'international, là. Je veux dire, Aucun des problème. shapefiles, c'est ça. Les shapefiles, Ouais, peu importe où est-ce qu'ils sont, la plateforme va être capable de les géolocaliser. Puis on a une fonction qui détecte automatiquement dans quel pays c'est pour ajouter le pays de production dans le fichier GeoJSON. Ça poserait pas problème. Le Parfait. risque, Merci là, Excuse-moi. beaucoup. c'est d'aller chercher l'info de légalité puis d'absence de déforestation. Mettons, tu arrives avec des copeaux d'eucalyptus du Brésil, ben là, tu as un petit job à faire pour prouver qu'il n'y a pas de déforestation, là. Un petit peu plus compliqué, puis ça, on ne peut pas le gérer, mais les GeoJSON, ça, tu l'ajoutes à l'autre, c'est correct, mais tu vas avoir un petit travail de. Puis ça, c'est ton client qui te fournit, qui va devoir te le donner, là, Ouais, de c'est ça, preuve c'est de. la Bon, job du fournisseur de le démontrer. exact, C'est notre job du exact. client de vérifier que l'information est valide. Parfait, merci, messieurs. Ça complète pour moi. Mais si j'ai bien compris, là, c'était pas la format de Vous avez mentionné GeoJSON, là, mais GeoJSON à l'incorporation, ça ne fonctionne pas à ce moment-ci, là. On ne peut pas incorporer des GeoJSON pour le moment, là. Tous les Non, autres formats, oui, là, mais pas celui-là. ouais, c'est pas quelque chose qui est possible pour l'instant. Les fichiers géolocalisés, c'est vraiment juste les shapefiles qui sont tolérés, puis les fichiers Excel qu'on a présentés pour les townships et les numéros de cadastre. C'est quelque chose qui est dans des idées de développement pour le futur. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais ça pourrait se faire d'ici les prochains 2, 3, 4 mois, à mon avis, là. C'est pas quelque chose de complexe, là. C'est rajouter des. C'est strictement de l'informatique que tu rajoutes à l'autre. C'est- Ouais, ben c'est sûr que tu sais, ça n'a pas exactement le même format de fichier, là. Peut-être que Rémi pourrait nous en dire plus, mais oui, c'est quelque chose qui est possible qu'on regarde à Oui. faire. Je peux Good. peut-être en dire un mot. Dans le fond, ça fait un bout que c'est dans notre liste de choses à faire, mais c'était pas priorisé simplement parce qu'il y avait Ouais. d'autres fonctionnalités qui étaient plus prioritaires. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on va supporter les GeoJSON et aussi les GeoPackage à l'importation. Faut juste que j'aille un moment pour le développer quand d'autres fonctionnalités plus prioritaires vont être faites. C'est la même chose avec les fichiers que j'ai donnés, par exemple, à Kofi dans l'Ouest, puis FAR, gouvernement. Tu sais, au gouvernement, on leur donne la plateforme, là, utilisez-la. Mettez vos données, parce qu'on n'a pas le temps d'aller chercher les données de BC et tout ça, parce qu'on n'achète pas de bois là. Mais si ils rentrent leur dataset, ben, ils ont accès, tout va se parler, là, ça va être plus facile, là. Et on leur donne l'outil gratis, ce n'est pas un problème. Mais on ne peut pas rentrer leurs données pour l'instant, peut-être. Dans la prochaine année, c'est à eux à le faire, je pense. On pourrait passer à la question de Nicolas Legault. Vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour, mais c'est ça, je m'appelle Nicolas, je travaille pour, en fait, je suis consultant, mais j'aide le groupe CRED dans les Laurentides pour tout ce qui est chaîne de traçabilité, puis donc j'ai hérité de l'EUDR aussi. Oui, beau cadeau. Puis on a un système, j'ai testé votre plateforme, puis j'aime beaucoup être très, très, très simple, puis c'est vraiment agréable à travailler. Malheureusement, on a un système à 2 vitesses dans notre cas. Tout ce qui est public est déversé sur la plateforme QWeb facilement. Tous les syndicats de producteurs de bois, eux, les mettent leurs données sur l'origine du bois. Donc là, ben, comme les personnes qui achètent du bois de la série de crête, eux autres, il faut juste faire des extractions des deux plateformes en parallèle. Une des améliorations qui faisait en sorte que c'était plus simple de mettre sur l'origine du bois que sur QWeb, c'est qu'ils peuvent déposer leur Excel avec une colonne client, puis ils déposent un seul Excel, puis ils peuvent dire tout le bois, il va à quelle usine. J'ai vu que dans votre Excel, vous aviez aussi une colonne usine. Est-ce que c'est Oui. une fonctionnalité qui fonctionne aussi en ce moment pour QWeb? Oui. Louis? Ouais, je peux laisser Rémi si tu Ouais. veux, si tu veux aller. Ça aussi, c'est prévu pour le développement de le supporter. Pour l'instant, les importations sont par usine. OK. La colonne existe parce qu'on sait qu'on va l'ajouter. Encore là, c'est OK. une question de temps. Va falloir, probablement qu'on va fonctionner par code d'usine. Là, c'est pas encore implémenté tout à fait encore, mais ça va être implémenté. Ça marche, merci. C'est comme c'est là, si on veut importer pour différentes usines, faudrait faire une importation par usine pour être capable de séparer. Ouais. Voilà.
On a une autre main levée. Jonathan Grandmont. Et activez votre micro. Votre micro, pardon. Bon, merci. Bonjour à tous. Oui, ma question, c'est peut-être plus pour Louis. Tantôt, quand tu t'es connecté sur l'interface, tu avais déjà un compte de créer, mais pour une série, un fournisseur X qui veut se créer un compte, là, est-ce que n'importe qui peut créer un compte, premièrement? Puis, est-ce que tu peux expliquer brièvement comment ça se fait? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Dans le fond, n'importe qui peut faire une première connexion sur la plateforme. Quand la connexion est faite, le nom et l'adresse email de l'utilisateur s'ajoutent à la plateforme. Par contre, tel quel, il peut rien faire tant qu'il n'y a pas un accès qui lui est donné. Cet accès-là peut être donné par Rémi ou moi manuellement. Ça peut aussi être donné par un manager d'une usine. Donc, un manager d'une usine pourrait donner un accès sur sa propre usine en donnant, par exemple, un accès read-write si c'est un collègue ou un accès read-only si c'est quelqu'un qui veut juste se connecter pour aller voir ses données. Dans tous les cas, pour être capable d'ajouter des données, il faut faire partie d'une organisation. Donc ça, c'est vraiment moi qui peux le donner manuellement ou un manager pour l'usine concernée. Est-ce que ça répond? Ouais, si je prends un exemple, là, mettons un fournisseur de l'Ontario, lui c'est un jobber, il achète du bois sur des terrains privés là-bas, puis il nous revend le bois, mais le contact entre l'usine et le fournisseur, c'est le jobber, si on veut. Est-ce que lui peut se créer un compte? Ouais, lui, il pourrait se connecter à la plateforme avec le lien de la plateforme. Il se connecterait avec un compte Microsoft ou un compte Google. Ensuite, nous, ce qu'on peut faire, c'est lui donner un accès, créer une usine sur la plateforme qui s'appellerait, par exemple, Jobber Ontario, pour reprendre le terme technique. Puis, il y aurait accès à Jobber Ontario, il pourrait importer ses données dessus, puis il pourrait vous déclarer comme étant son client. Une autre option en ce moment qu'on a développée récemment avec Rémi, ça c'est vraiment de notre côté pour nous faciliter la vie, mais c'est d'ajouter une liste Excel sur la plateforme pour pouvoir créer plusieurs fournisseurs, plusieurs usines d'un coup avec un responsable pour chacun, puis que l'adresse email soit là en latence en attendant que la première connexion soit faite pour que dès que la première connexion soit faite, l'utilisateur ait ses accès. Fait qu'on pourrait avoir dans la liste Jobber Ontario avec l'adresse email jobberontario@gmail.com. Dès qu'il se connecte, il a accès à l'usine puis il peut commencer à mettre des données. Pour préciser, ça, c'est vraiment quelque chose que juste nous, on peut faire. C'est une commande admin, là. C'est pas n'importe qui peut faire ça. C'est juste pour si quelqu'un a besoin d'ajouter 50 usines, ben nous autres, on n'a pas besoin d'aller ajouter des accès 50 fois par utilisateur puis que ça prenne 2 semaines avant que vous ayez une réponse, là. Parfait. Peut-être une autre petite question. De ce que je comprends les exigences pour les États-Unis, ça prend le comté, ou le cadastre. Puis pour l'Ontario, le cadastre, des choses qui ne sont pas accessibles présentement sur la plateforme. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se conformer à UDR, une usine qui s'approvisionne de ces deux régions-là présentement? Donc, États-Unis, ça va être fait dans les proches bientôt. Actuellement, il y a les townships, qui est plus précis que le county. Mais le county, c'est parce que on n'est pas sûr que l'Europe va accepter le county. C'est pas certain encore. Mais on met les deux. Pour ce qui est de l'Ontario, actuellement, c'est possible d'aller le chercher, mais il faut payer. C'est ça, là, on les rencontre vendredi, là, le gouvernement de l'Ontario. C'est évident qu'ils ne laisseront pas leur industrie mourir. Là, fait qu'ils vont trouver une méthode comme le Québec a fait ou la Nouvelle-Écosse. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de l'info du nom du propriétaire, la date qu'il l'a payé, comment qu'il l'a payé, puis on veut rien de ça. Là. On veut juste un shapefile. Fait qu'il faut qu'il trouve une fonctionnalité gratuite de rendre accessible le shapefile, les lots. Normalement, ce n'est pas un problème, là, à moins qu'il soit vraiment. En tout cas, tout est possible, mais je ne verrais pas pourquoi une province nuirait à son industrie comme ça. Là. Dans tous les cas,
même si vous voulez mettre un territoire qui n'est pas supporté par la plateforme, c'est toujours possible d'ajouter un polygone pour faire le même travail. C'est plus de Ouais. travail manuel, mais c'est toujours possible de le faire. C'est juste la même méthode que les forêts privées, c'est que vous mettez le polygone dans un shapefile, vous l'importez, puis c'est le même principe. Parfait, merci. On ira avec la question de Nicolas, puis après ça, on ira dans le Q&R. Ben, j'avais peut-être 3 commentaires. Sylvain, si tu as besoin d'aide pour aller rencontrer l'Ontario, là, on peut peut-être supporter si vous en avez besoin. Là, on peut être disponible pour aider. C'est important pour nous autres. L'autre élément, Louis, tu mentionnais que tu as fait ça pour vous simplifier la vie, d'avoir laissé l'incorporation de feuilles Excel là, pour créer des comptes. Là. En réalité, ça nous sauve à nous autres aussi beaucoup de temps à ce moment-ci de pouvoir créer ces comptes-là. Je pense que à l'ensemble de la filière des utilisateurs de la plateforme QWeb, ça va sauver beaucoup de temps. Moi, je sais avec qui que je fais affaire à ce moment-ci. J'attends la confirmation d'un ensemble de nos clients et de fournisseurs. Puis là, une fois que ça va être autorisé par vous, elle est là l'attente, mais moi, je l'ai l'information, je vous la disponibilise, puis là, vous le confirmez de façon automatique. Ça va être beaucoup plus facile que de créer puis demander un échange de courriel qui peut prendre 2, 3, 4, 5 jours. Là. C'est la même affaire que la plateforme d'origine des bois. Vous avez fait ça pour que ça soit très fluide, très simple, pour pouvoir incorporer la donnée. C'est pas tout à fait, la programation n'est pas encore terminée, mais on a un système pour être capable que l'outil soit flexible. Puis on n'est pas obligé de dupliquer l'information là-dedans. Fait que ce que vous avez fait, c'est vraiment aidant pour nous autres, surtout quand on amorce l'intégration des nouveaux de nos clients fournisseurs là-dedans. Moi, je trouve ça très, très, très facile. Puis d'ailleurs, nous, on va envoyer une communication à tous nos fournisseurs. On a commencé hier à cet effet-là. On a déjà une liste de peut-être une vingtaine de nos fournisseurs qu'on va intégrer, que vous allez devoir intégrer au courant de la journée là-dessus après la rencontre. Fait qu'on va faciliter les choses. Puis évidemment, c'est pas un commitment d'utiliser la plateforme UDR là, de QM. C'est un outil de traçabilité. S'il n'y a pas de données, il n'y en a pas de données, tout simplement. Là. On ne met pas dans une situation là, de conformité par la suite. Si l'utilisation, elle n'est pas suffisante, ben, on va utiliser, il va y avoir d'autres choses qui vont être faites. Fait que c'est une plateforme disponible qui est flexible. Et gratuite. Parce qu'on a aussi beaucoup, là, j'en reçois 25 par semaine, là, des consultants d'Europe ou de partout là, qui ont découvert la recette miracle pour régler UDR. Là. Mais ils montent tous des systèmes, mais ils bloquent tous à la géolocalisation parce qu'il n'y a jamais un gouvernement qui va donner accès à ces informations de ce type-là à un consultant en Europe ou au Québec même, direct, gratuit, pour qu'ensuite cette personne-là le vende. Mais on va travailler aussi avec SFI puis FSC qui ont des systèmes, mais ils ne sont pas capables de les géolocaliser. Ils demandent à leurs clients d'aller chercher les shapefiles de géolocalisation, mais on va pouvoir travailler pour plugger avec leur système de SFI. Là. Je n'ai parlé avec eux, il n'y a aucun problème. Là. Ce qu'on fait est gratuit et disponible à tous. Pourquoi? Parce que les petits joueurs ne paieraient pas pour quelque chose comme ça. Puis si on n'a pas les petits joueurs, on corrompt tout le système, puis ça devient dangereux si c'est payant. J'irai avec une question dans le Q&R de Anne Carrier. Bonjour, est-il possible de vérifier si un fournisseur indique bel et bien l'ensemble des origines de son approvisionnement? Je pense que cette question-là, on avait répondu, mais on peut répondre quand même. Là. Il y a une réponse dans le Q&A de Rémi. Dans le fond, c'est pas possible de vérifier que l'ensemble des origines sont là. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui est présent, mais il n'y a aucune façon de vérifier est-ce que l'utilisateur a coupé sur des plus grandes superficies. Notre plateforme n'aurait aucun moyen de savoir ce qu'une scierie a récolté en réalité. Là. Par contre, sur un audit futur, étant donné que toutes ces informations-là se retrouvent sur Forêt ouverte, les coupes, les choses, un moment donné, ça prend quelques années avant de rentrer les données là, finales, mais s'il y avait un audit quelconque, puis qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est faux, ben, ça va paraître là, ça va dans le système, mais c'est rare. Il peut y avoir même une erreur, le gars, il rentre le mauvais numéro de lot. Bon, c'est trompé, là, mais ça ne crée pas de la déforestation. Là. C'est une erreur mineure là, dans un audit européen. Puis comme on est un faible risque, notre niveau d'audit va être extrêmement faible. Puis là, comme c'est des données gouvernementales,
je pense pas que les auditeurs vont se battre beaucoup avec les gouvernements pour dire que c'est pas bon leur donner, là. Alors, ça va être assez simple. J'irai avec une question dans les participants de Audrey-Anne Richard Tremblay. Oui, bonjour, Audrey-Anne pour Chantier Chibougamau. Dans le fond, moi, je m'occupe autant au niveau des séries là, qu'au niveau de la papetière. Vous avez déjà répondu à une première question. Là. Éventuellement, ça sera peut-être possible d'importer des JOJSON directement dans QWeb parce qu'on a des fournisseurs de papetières qui nous fournissent un JSON. Fait que là, faut comme combiner ça. Ma deuxième question, c'était un peu pour les autres provinces, là, justement, l'Ontario. C'est quoi l'intérêt là, de l'industrie des autres provinces d'utiliser la plateforme? Là? Vous l'avez comme donnée pour que le gouvernement rentre de l'info, mais est-ce qu'ils ont de l'intérêt? Est-ce que un jour ils vont l'utiliser ou ils ont développé des choses en parallèle, peut-être, de leur côté? Du côté de l'Ontario, on peut pas trop je peux pas vraiment en parler parce qu'on n'a pas eu des tonnes de contacts avec eux encore. Les premiers contacts vont être pas mal la semaine prochaine. En fait, ce vendredi. Du côté de la Nouvelle-Écosse puis du Nouveau-Brunswick, on a eu des contacts avec des représentants des gouvernements de ces deux provinces-là. Puis dans les deux cas, il y avait l'air de trouver la plateforme intéressante, de trouver ce qu'on faisait très utile pour leur industrie, puis ils voulaient encourager leurs industriels à l'utiliser. Donc, on risque d'avoir des utilisateurs de ces deux provinces-là qui vont utiliser la plateforme, puis ils sont très ouverts à nous aider à acquérir des données, là. Dans les deux cas, c'est des provinces qui nous ont contactés pour nous demander ce qu'ils pouvaient faire pour nous faciliter la vie dans l'implantation des plateformes dans leur province. Donc, voilà. Le déclencheur, c'est sûr que c'est souvent l'industrie, là, comme au Nouveau-Brunswick, dans les maritimes, c'est Irving qui avait le même problème que Domtar, puis lui, il veut gérer tous les petits joueurs. Fait que là, il a entendu parler de l'autre, il l'a testé. Puis là, quand Irving appelle le gouvernement de Nouvelle-Écosse, dit j'ai besoin de ça, sinon je n'achète plus de bois, ça a beaucoup plus de pouvoir que Sylvain Labbé puis Louis Allard qui parlent au gouvernement de l'Ontario. Là. On est des nobody, là. Nous autres, on a zéro pouvoir. Là. Mais c'est sûr que si Domtar parle, dit, je n'achèterai plus votre bois si vous n'avez pas un système, ça va bouger pour moi plus vite. Là. C'est sûr que là, il y a quelqu'un qui se réveille. Puis, OK, ben, puis c'est pas grand-chose. C'est juste d'adapter la banque de données pour que ce soit disponible sans payer. Nicolas, tu peux y aller. Peut-être répondre à la question de Sylvain, là, ça pourrait être insécurisant de savoir que la donnée qu'on va mettre dans QWeb pourrait être disponibilisée pour disons, les audits, et ainsi de suite. Là. Mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas de données sur la production. Il n'y a pas de données sur les volumes, il n'y a pas de données, c'est uniquement de la géolocalisation. Toute cette information-là est importante pour UDR, mais la fin, c'est traité ailleurs que sur cette information-là. On ne peut pas avoir de crainte à savoir ces volumes-là ont été créés. Puis de toute façon, la majorité des secteurs, en tout cas pour la forêt publique, c'est déjà sur données ouvertes. C'est déjà, à un certain moment donné, ils vont se retrouver en amont ou en aval sur cette information-là. Moi, j'avais une question par rapport aux commentaires je pense que c'est Audrey-Anne de Chantier Chibougamau. L'incorporation des files GeoJSON dans la plateforme, dans vos données, est-ce que c'est vraiment nécessaire si vous avez établi un lien entre les usines dans la plateforme QWeb? Parce que si vous établissez un lien là, le transfert de GeoJSON n'est pas nécessaire entre les deux parce que la donnée des blocs que vous avez incorporée est déjà là, puis vous avez fait un lien avec vos autres fournisseurs. Peut-être que Rémi peut répondre à cette question-là, mais. J'ai pas. Quand j'ai testé la plateforme, là, c'était vraiment au début. Là, fait que là, on est allé un peu à l'interne là, avec notre géomaticien, mais je voulais retester maintenant qu'on pouvait, qu'on voyait bien les partages. Mais là, c'était surtout un fournisseur de l'Ontario, dans le fond. Là, fait que peu importe, lui, il peut pas. Mais en tout cas, il a développé sa propre application qui me fournit un GeoJSON. Là, fait que, à la fin, je suis quand même obligée moi-même là, de merger des fichiers qui proviennent de différentes sources. Là. C'est ça, dans le fond, Nicolas, oui, tu as raison. Si les fournisseurs utilisent le QWeb, le lien peut se faire directement, sauf qu'on ne veut pas nécessairement forcer les utilisateurs. Non. On ne veut pas nécessairement forcer les fournisseurs à utiliser QWeb, c'est pas ça notre but. Fait que ça rend juste ça plus facile parce que oui, c'est possible d'ouvrir QGIS, importer un GeoJSON, créer un shapefile, c'est des étapes de plus. C'est aussi pour ça que c'était pas une fonctionnalité prioritaire, vu qu'il y a une manière de le faire
avec un nombre d'étapes quand même pas si pire. Sauf que c'est ça, sur notre to-do list de juste rendre ça plus facile. Il y avait des questions dans le chat, je ne sais pas si est-ce que vous pourriez y répondre à un certain moment donné, là? Ouais. Oui, ben, je vois qu'il y a beaucoup de réponses qui ont déjà été répondues. C'est pour ça que j'allais pas là Ouais, au c'est ça. départ. Il y a peut-être le commentaire à François Godin sur la première question du Q&A que je trouve pertinente, mais que je suis pas certain de pouvoir répondre moi-même. Je laisserai peut-être Louis ou Sylvain répondre. C'est sur la précision demandée par l'UDR sur la date. Est-ce qu'il demande de quoi de bien précis ou puis ça vaut peut-être la peine de la lire directement. La question, si je vais avec une date de récolte annuelle, mon travail sera de 2 heures sur l'année. Au lieu de le faire chaque semaine, c'est quoi la précision qui est nécessaire pour. Ouais, ben c'est une date, là. Il y a pas c'est pas le 28 février 2025 à 4 heures du matin, là, parce que on peut mettre la date de réception à l'usine, là. Joseph Arthur, dans le rang croche, il a coupé son bois. Le bois est resté là 2 semaines, t'es pas sûr. Tu mets la date que tu le reçois à l'usine, ça fit, là. Après, s'il y a un audit, ce qui vérifie, ça vient de où, puis c'est quoi la situation de la forêt. Avec Phare ouverte, ils vont le voir tout de suite, là. Une forêt qui est je sais pas, 4 ans plus tard, qui est en croissance, là, avec des plants. C'est pas un champ agricole. Fait que c'est juste ça. C'est pas la date n'est pas une journée, mais ça pourrait être un mois, ou mettez la date que vous recevez pour les forêts privées, là, la date que vous le recevez à l'usine, ça va, là. Parce que c'est difficile d'aller plus loin que ça avec les propriétaires, là. On a François Godin qui a une question. Ouais, je pense que ma question n'a pas été bien comprise. Moi, c'était pour l'effort à mettre pour faire une date, parce qu'à la limite, je peux qu'ils demandent l'avoir à la journée près ou à la seconde près, ça a été livré avec les baux de livraison, etc., du mesurage. Mais colliger ça dans le système, c'est ça qui prend du temps. Ouais. Donc, Prenez la c'est là date que vous avez. La date que vous avez, est bonne. Si vous n'avez pas, tu mets la date que tu le reçois. Non, c'est pas la donnée, c'est rentrer la donnée dans le système qui est long. Tu sais, moi, OK. mettre 50 shapefile puis dire que ça a été fait dans l'année 2024, on s'entend que c'est pas compliqué. Mais s'il faut que je dise pour chacun de mes approvisionnements, disons que j'en ai 50, puis les 50, j'ai une date précise, même si elle est au mois, ben, il faut que j'en rentre 50, là. C'est plus là ma question, c'est pas la. C'est sur la fréquence nécessaire d'importation, Sylvain. Est-ce que l'UDR a besoin de la donnée à chaque semaine? Est-ce que c'est ça que. Parce que honnêtement, l'UDR, à moins que ça ait changé, là, était vraiment pas clair sur la précision qu'ils ont besoin sur la date. Fait que même nous, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent. La date n'est pas nécessaire quand vous chargez les données sur le système Trace. C'est Didier qui parle. La date n'est pas nécessaire. La date, vous avez juste besoin quand vous avez une audit. Mais la date dans le fichier, par exemple, n'est pas nécessaire. C'est pas une nécessité. Nous, ce qu'on fait chez Domtar à Windsor, c'est qu'on met la date planifiée des opérations. On a une date qui est déjà dans nos chefs-faire, on met la date planifiée en cours de route. De toute façon, c'est pas toutes les fois qu'on a une livraison qu'on redouble le polygone. Une fois que le polygone est saisi, il est saisi. Puis on a des secteurs d'identification. Puis ça commence à un moment donné, disons, ça peut être le 1er avril, puis les livraisons peuvent se terminer le 31 décembre. Là. Fait que c'est la date qu'on a planifié l'exécution du chantier. Nous, on ne met pas de date dans les GSM5 et on les charge dans le système Trace sans problème. La date, c'est pas une demande, c'est pas nécessaire. Elle est nécessaire pour la plateforme QWeb, par contre, pour gérer les importations. Mais à l'exportation, en Europe, ils n'ont juste besoin au moment s'il y a un audit. Fait que c'est pour ça que c'est pas critique non plus que ce soit la date de livraison. La date, ça va changer selon le filtre de date sur la carte. Ça va changer quand est-ce qu'il est affiché ou pas sur la plateforme. Mais pour Traces, ça ne change rien. Exact. Même chose, l'essence n'est pas demandée, ni le volume dans UDR. Par contre, tu as une usine, tu reçois du bois, ben, tu mets l'essence, puis tu l'as le volume. Là, mais chez chaque usine, que c'est l'information interne à chaque usine. C'est pas ce que tu transmets à ton client. Sylvain, c'est pas vrai. L'essence est nécessaire.
quand on charge dans le système Trace, on est obligé de donner les essences. Ah, mais EUDR ne l'exige pas. Si, Obligé. et EUDR l'exige. Enfin, moi, je travaille avec EUDR. Quand vous faites une soumission des données de géolocalisation dans EUDR, il est nécessaire de rentrer les essences. Ça, Ouais, je peux mais le c'est montrer. ça. Juste pour clarifier, moi, ma compréhension, c'est que quand on soumet sur la plateforme Traces, il faut identifier c'est quoi, par exemple, le volume et l'essence dans le produit qui est livré, mais on n'est pas obligé d'avoir une essence puis un volume associé à chacun des polygones, n'est-ce pas? Exact, Non, exact. non, Ouais, oui, mais exact. pour le total, c'est-à-dire qu'il faut rentrer toutes les essences pour la livraison. Par exemple, si je fais une livraison de pulp, il faut rentrer pour cette livraison toutes les essences qui ont été utilisées. Exact. Tout à fait. Mais c'est pas nécessaire Il ne faut pour pas les les associer polygones. au polygone. Il ne faut pas les associer au polygone, mais on est Exact. obligé de rentrer les essences. Et la quantité, par exemple, c'est la quantité de la livraison. C'est pas Exact. on ne demande pas la quantité par polygone. Exact. Mais par contre, eux, ils calculent automatiquement la superficie du polygone. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le truc, ils vous calculent la superficie totale et la superficie des polygones. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? J'en ai aucune idée, mais Ouais. Ben, probablement que si tu mets 20 000 mètres cubes sur un petit lot de 40 hectares, ça va peut-être bugger dans le système. Là, ouais. oui, par exemple, j'ai une livraison, je parle de 100 tonnes de papier. Je vais mettre quand même, pour le fabriquer, on dit pas il faut 300 tonnes de bois. On met, par exemple, tout ce qui a été livré dans le mois, ou qui a été livré dans les 2 derniers mois. Donc, il n'y a pas de relation entre ce qu'on met sur le marché en Europe et sur le bois qu'on a utilisé. Enfin, avec la superficie dans les polygones, etc., il n'y a pas de relation. C'est bizarre. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ça. Ouais. Ils ne savent pas non plus, parce que comme ce n'est pas encore utilisé par les compétentes autorités, donc on ne sait pas très bien chaque compétente autorité ce qu'ils vont faire, parce que l'Europe, ce n'est pas un pays, c'est plusieurs pays. Et on sait très bien que chaque pays, chaque compétente autorité a des demandes différentes, ce qui va être un challenge quand on va mettre ça en place, parce qu'ils ne sont pas aussi d'accord sur l'interprétation de ce qu'est EUDR. Et pour préciser aussi, la plateforme en ce moment, elle s'occupe du fichier GeoJSON avec les polygones. C'est ça qu'elle fait. S'il faut pour préciser les essences puis les quantités, ça c'est probablement que vos clients vont vous le demander, mais ça se fera pas. En ce moment, ça se fait pas via la plateforme. On prévoit pouvoir le mettre facultativement sur la plateforme, mais je ne sais pas encore comment cette utilisation-là va pouvoir être, comment cette information-là va pouvoir être utilisée par la suite. Bref, c'est pas tout à fait clair encore. On peut pas vous dire la plateforme va gérer les essences. Ça, c'est comme un autre dossier. Là. C'est vos clients qui vont vous le demander. Mais ce sera à l'interne. Je pense que c'est les gens à l'interne d'une série précise. Lui, il a ses volumes et ses essences, puis il veut l'avoir pour lui-même. Là. Il ne sera pas obligé de l'associer à ses fichiers GeoJSON, mais lui, il sait ce qu'il veut. Pour son intérêt, ses besoins personnels, c'est une information qu'il faut rendre. Il faut que ce soit facultatif, mais que ce soit disponible pour le rentrer. On n'a plus d'autres mains levées et toutes les autres questions ont été répondues dans le Q&A. Donc, c'est bon signe. Ça serait la fin de... Oui. On aura la même présentation en anglais la semaine prochaine, même date, même heure. Là, il y aura là, il va y avoir plus de questions champ gauche. Il va y avoir plein de gens de l'Ouest, puis d'Alberta, puis d'ailleurs, qui n'ont aucune idée trop comment ça marche encore, là, le système. Fait que on va probablement avoir plus de questions. Fait que ceux qui. Puis il y a des tutoriels aussi là, pour la plateforme. Là. Louis en a parlé un peu, là, mais vous pouvez aller voir. Je sais pas, on a-tu mis sur YouTube? Non, il n'y a pas de tutoriel on sur n'est pas YouTube. rendu là. Il y a le guide de l'utilisateur qui va être mis à jour dans les prochains jours d'ici la fin de la semaine. Puis il y a les enregistrements du webinaire qui sont mis sur YouTube, je pense sur la chaîne YouTube du QWeb. Donc c'est tout à fait possible de le regarder ma démonstration ou peu importe quelle partie du webinaire peut vous aider.
Super. Puis Nicolas, je vais t'ajouter à la rencontre avec le gouvernement de l'Ontario vendredi. Je vais t'envoyer le lien si jamais. Mettre de la pression sur les fonctionnaires de l'Ontario. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, merci. Merci. Merci, bye. Merci, au revoir.